Yes, hey, salut tout le monde. On est là aujourd'hui avec Sifu Patrick Marcil. C'est pour vrai, ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça, que j'avais envie de descendre à Gatineau, voir les boys, voir Jules qui va sûrement parler tout le long en arrière. Fait que j'ai hâte à Jules Leblanc puis à tout le monde qui est ici, là, Isaac, Dave Leduc, toute la gang. Puis merci Sifu Pat de m'avoir accueilli aujourd'hui. On a fait un bon training. J'avais hâte de jaser avec toi parce que moi aussi. T'es pour vrai de loin une des personnes avec qui j'ai eu la chance de jaser, que je trouve qu'il comprend le mieux à la game, toujours des conversations intelligentes, autant que ça soit sur le niveau technique. Je me rappelle des fois on s'est parlé des petits détails dans des combats de tes gars, autant de conversations générales sur les sports de combat ou plein d'autres affaires. Fait que je me suis dit ça peut pas être autre chose que du gold que de venir parler avec Sifu Pat aujourd'hui. Puis j'avais une compétition à Ottawa, fait que ça donne bien, on est là, puis c'est ça qu'on va faire. Fait que je suis content d'être là. Ouais, ça me fait vraiment plaisir. Fait que tu sais, on va commencer de même, on est au Patenot de Gatineau. Parle-nous de Patenot, justement. Parle-nous de l'école. C'est quelque chose, moi, on en a un à Saint-Jean, il y en a dans vraiment beaucoup d'endroits. C'est pas tout le monde qui connaît l'école. Fait que parle-nous d'un peu, c'est comment c'est parti. Puis, l'école, originalement, ça a commencé dans les années 70. Mon Sifu, mon instructeur à moi, qui est devenu mon beau-père par la suite, lui a commencé très jeune. Il avait commencé en boxe actuellement. Fait que 9-10 ans, il faisait de la boxe. Il est d'un petit village en Brun, en franco-ontarien. Donc, lui, il avait commencé en Brun, puis dans la boxe, avec ses oncles qui faisaient de la boxe très, très jeune. Boxé de son adolescence. Puis là, comme des raisons des arts martiaux, on parle de fin des années 60, début 70. Il avait du karaté ici dans l'Outaouais, avec l'Angelier Karaté. C'était un des premiers qui avait du karaté puis du jiu-jitsu. Dans l'Outaouais, il y avait 5-6 écoles, lui, dans l'Outaouais. Fait que là, il a fait sa ceinture noire avec ce qu'il y avait dans le temps. Fait qu'il a fait sa ceinture noire en karaté aussi. Puis en 1975, il a vu dans un magazine Black Belt un séminaire puis par un des premiers élèves de Bruce Lee, un des élèves originaux de Bruce Lee, que lui aussi c'est un boxeur puis un champion de judo qui avait étudié avec Bruce Lee pendant plusieurs années. Puis dans ce temps-là, on parle Bruce Lee venait juste de mourir. Là. C'était là. C'était cool. Puis il y a quelqu'un qui a dit tu devrais aller faire ça. Il a été à Sarnia, en Ontario, où il venait de faire un séminaire. Puis il s'est présenté, puis il était dans le restaurant, il parlait pas anglais, puis il a dit moi, I'm good, moi. Je suis bon, là. Il a fait des push-ups, ses doigts, des splits, il a kické la lumière au plafond. Ce monsieur-là, il dit hey, rencontre-moi à telle place, je forme des instructeurs. Puis mon instructeur, il était là, Jacques Padeau, il était pendant 4 ans et demi, c'était comme des camps d'entraînement dans ce temps-là pour former des instructeurs. Puis il a ouvert la première école en 79 dans le sous-sol d'une église à Ottawa. Ouais, fait que ça a parti de là. Comme la lutte, mon gars, ça a commencé comme une fête de lutte québécoise. Un sous-sol d'église. Ouais, c'était une cool histoire. Puis après ça, moi j'ai commencé en 85, quand j'étais en 5e année, j'avais 9 ans. Puis son garçon qui a le même âge que moi, Stéphane, lui aussi il a une école à Orléans. Nous autres, on a grandi ensemble, on était à l'école maternelle jusqu'à la fin de secondaire ensemble. Fait que ça fait que 35 ans, 36 ans qu'on se connaît et plus. Donc, c'est lui qui, quand il a fait la première classe d'enfants, il m'a dit « mon père va faire des classes, tu viendras. » Moi, je me tiraillais toujours à l'école. Je viens d'une famille de bagarreurs, puis j'ai grandi là-dedans, j'adorais ça. Puis il m'a dit « tu viendras, mon père va faire des classes. C'est sûr que je vais y aller, je vais être là. » J'y étais et j'ai jamais lâché. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. L'école ici à Gatineau, on fête notre 20e anniversaire. Fait que ça fait 20 ans qu'on est ouvert. J'ai commencé à faire 15 ans, j'enseignais. 18 ans, j'avais mon école en sortant de secondaire. Puis à 22, je faisais ça à temps plein. Et on est rendu là aujourd'hui. T'as quel âge là pour le fun? Je vais avoir 44 à l'été. Ça paraît pas, même. Ça paraît pas partout, mais tabarnouche, ça fait vraiment un bout. C'est écœurant, c'est vraiment... c'est une école qui s'est établie, on s'entend, pour tout le monde qui suit là, la scène des arts martiaux mixtes au Québec. Peu importe où vous allez voir du monde de Patenot. Moi, écoute, petite anecdote sur le site de même, mon chum Mick Dufort, la première fois que j'étais allé d'un gala d'MMA québécois, c'était au hybride. Oui, il y avait Julien qui se battait. Ouais. Il y avait contre Gabriel Rossi. Il y a Charette qui s'était battu contre Caponi. Thomas Godin, Vincent. Exactement. Marc-André Constragna, je pense. Marc-André Constragna. Puis, tu sais, moi, je savais pas que tout ce monde-là était de Patenot, mais je me rappelle que dans le centre Pierre Charbonneau, il y avait juste des chandails de Patenot. Moi, j'avais déjà vu ça à Patenot à Saint-Jean. J'ai mon ami Jay Bro, que je salue d'ailleurs, Jérémy Bro, qui s'est entraîné, il a fait des interclubs avec Patenot. Puis, toute l'affaire, lui, il est quand même très solide. Je roule encore avec une fois de temps en temps, des fois à Saint-Jean. C'est un bon gars, Jérémy. Il est vraiment cool. Fait que, c'est ça, par rapport à lui, je connaissais l'école Patenot, je savais qu'il y avait ça à Saint-Jean, mais j'étais pas comme...
au courant que c'était répandu partout. Puis j'étais arrivé là, j'ai dit, tabarnouche, ils sont combien? C'était mon œil. Cette fois-là, on avait amené une bonne armée. Dans la place, puis c'est ça, pas mal tout le monde avait gagné. Je sais que Vince n'avait pas gagné. Oui, il a fait une bonne guerre, c'était bon. Il y a Mathieu Charette qui n'avait pas gagné. C'était un match très serré, c'était bon aussi. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu aller d'un côté, ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre, ou même un tie, je pense pas que personne n'était. Ouais. Fait que non, c'est ça, avait été des grosses performances. Les autres gars, ils avaient tous gagné. Puis, Marc-André avait gagné. Thomas avait un gros KO. Julien avait un gros KO. C'était Kevin Walker. Hein. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, un gros point. Ça, c'était quelque chose, un des gros KO que j'ai vu dans ma vie avec le chum Fred là, contre Baldridge. Ça tout un. C'est toujours le fun quand savoir que les gars sont corrects après. C'est le fun de gagner, mais c'est le fun de voir aussi. On jouait les arts martiaux traditionnels aussi, que je veux gagner à tout prix. Mais j'aime ça qu'après, il y a un respect, puis que tu veux pas que personne soit affecté à la vie là-dedans. Oh, ouais, tu sais, des fois, c'était direct dans la catégorie des KO, que là, ça fait comme 1 minute et demie que le combat était fini, puis t'es genre, Chris, réveille-toi, le gros, s'il te plaît, t'espères qu'il est correct. Ça pourrait être hop que tu reviennes à toi tranquillement, pas vite, parce que là, ça s'en vient un peu plus épeurant. Exactement. Mais heureusement, tout est correct, c'est rebattu, Kevin. Ouais, j'avais lu un peu, j'avais vu, j'avais même envoyé des messages, même si je le connaissais pas, puis j'avais pris un peu de ses nouvelles, fait que j'étais content de savoir qu'il était correct. Yes, fait que non, c'est ça, c'est vraiment là que j'ai découvert, tu sais, comme Pat Note, puis je connaissais Julien déjà parce qu'il vient à Saint-Jean. C'est ça. Moi, je l'ai connu à Saint-Jean avec toute la gang qui venait faire des sparring là-bas, Adam, Joe Vallée, Palerin, etc. Donc, c'est de même que j'ai découvert Pat Note, puis j'ai commencé à jaser avec Jules, puis je me suis rendu compte que vous aviez un méchant team, c'est pour vrai, là, je pense que pas mal dans toutes les Pat Notes, c'est le site que vous avez probablement le plus gros fight team professionnel. Ouais, on a une grosse gang. On a une grosse gang à l'école ici. J'ai attiré comme le côté compétition, comme nous autres, on a un peu 2 volets, comme dans l'école, le côté comme plus autodéfense, tu sais, on vient de, comme on disait tantôt, le style de Bruce Lee, donc le Jeet Kune Do comme tel, à la base, l'original, c'est un art martial mix, tu sais, t'as du Wing Chun, t'as de la boxe, t'as du Muay Thai, t'as beaucoup de différents styles, même au sol, tu sais, on a roulé tantôt un peu, c'est la base que moi je viens, tu sais, avec Go-Kart Junobel, c'est du Sambo, du Catch Wrestling, du Judo, tu sais, tu mélanges tout ça. Fait que du début, c'est un art martial mix, mais tu sais, on fait des arts martiaux philippinos, on fait beaucoup d'autodéfense. Fait qu'on a un programme autodéfense que tu t'appliqueras pas en compétition, puis c'est pas pour entraîner des compétiteurs. Mais moi, j'ai fait comme, tu sais, j'ai fait des combats des fins des années 90, début 2000, quand c'était vraiment, tu sais, payant, puis sur l'Internet, puis non, pas en tout. Bon, dans le temps, c'était wash. Obscur as fuck, man. Comme mon coach Fred Poirier, que je salue, même, qui... Oui, si, Van Juval, je me suis déjà battu avec lui dans le sous-sol d'une église pas de gants en 1997. Excellent. Et genre, toi, mon gars, tu le sais que le gars, il a de l'expérience quand il dit quoi de même. Ça fait longtemps, là. C'est pas comme aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui ont vraiment une belle opportunité, des plateformes amateurs, puis des galas, puis tu sais, quand tu t'en vas du grappling, demain, t'as pas besoin d'aller revirer aux États-Unis, prendre l'avion pour faire du grappling, puis je trouve ça vraiment cool pour les nouveaux combattants, mais c'est sûr qu'on retourne 20 ans, t'avais rien de ça ici, puis c'était même un des derniers, j'avais fait un combat en 2002, puis quand on avait appelé le petit journal local ici, tu pensais que c'était une joke, tu sais. Quand j'avais dit non, j'ai des photos, on était faire des combats à Laval, on a dit pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? C'était vraiment pas comme aujourd'hui où ils t'appellent, puis c'est bien vu. Avant, c'était un peu même mal vu. Ouais, ça demandait pourquoi tu fais ça, puis c'était différent. Fait que moi, j'avais fait des combats, puis j'aimais beaucoup le côté... On avait plusieurs classes quand j'étais jeune. On avait des classes, genre on appelait ça des classes spéciales. C'était comme des classes où on faisait pas juste le kung-fu, on faisait du grappling, des armes, le maniement de combat, de la lutte. Moi, j'ai grandi à faire ces classes-là, genre des classes à part un petit peu. On était des petits groupes. Puis je me rappelle d'avoir dit à mon instructeur, moi, je veux faire un fight team. Je veux pas que ça soit comme... Toutes ces classes-là qu'on a faites quand on était jeune, je veux pas que ça soit perdu. Ouais. Je veux que ça soit utilisé. Puis là, il m'a dit, tu sais, envoie fort, puis tu sais, qu'est-ce que tu cherches, je te cherche. Puis là, j'ai commencé à bâtir ça, puis là, tu sais, j'avais une couple de jeunes dans mes classes de kung-fu comme Cédric, puis une couple des gars, tu sais, Serge. Puis eux autres, ils ont dit, nous autres, on veut faire ça. Puis là, j'ai bâti une grosse équipe, là, tu sais, avec Dave, puis avec Marc-André dans ce temps-là, une dizaine d'années, puis Mathieu Charette. Fait que là, j'ai eu un très bon noyau, puis ça l'a attiré d'autres gens par après, les jeunes. Fait que je suis content que, genre, j'ai attiré du bon monde dans mon équipe. Ouais, tu vois, les bases de l'équipe, c'est... Tu sais, moi, Marc-André, j'ai eu la chance que ce soit un des combattants en particulier qui devienne un de mes amis, tu sais. Fait que moi, je vais à Québec, je suis en contact avec lui pour qu'on s'entraîne ensemble, puis tout, puis... Tu sais, c'est un esti de bon Jack, là, Marc-André. Tu sais, un gars qui
il y a des critiques là, par rapport à TKO, là, pis des fighters qui sont pas toujours contents, des relations, nanana, sans rentrer dans les détails. Mais comme je l'ai dit à de maintes reprises, Marc-André, c'est l'exemple à suivre. C'est la personne qui te prouve que, tu sais, dans la vie, quand tu fais les affaires de la bonne façon, du bien va t'arriver nécessairement. Puis tu vois, c'est un gars comme ça. C'est un gars qui tient à bien faire les choses, qui tient à faire les choses dans les règles de l'art. Tu sais, autant dans son entraînement que dans la manière de gérer sa carrière, que dans la manière d'approcher les fans, vendre des billets, toutes ces affaires-là, qui heureusement pour lui, il n'y aurait plus à faire maintenant. C'est ça fait partie du jeu au début. Ouais, exactement. Mais non, puis c'est vraiment quelque chose qui représente bien votre équipe. Tu sais, Dave, j'ai eu la chance d'y parler juste aujourd'hui, c'est la première fois que je le voyais, mais tu sais, tu le vois tout de suite, c'est un bon gars, man, c'est un gars qui est facile d'approche. Jules, ça fait longtemps que je le connais, lui, avec son de mes chums, puis tous les gars qui s'entraînent ici, tu vois, c'est comme même Zach Powell, qui d'ailleurs, man, je le call-out un peu, il dit qu'il roule, lui, mais quand on vient rouler, je sais pas trop il est où, là, chaque alentour. Je pense qu'il est avec, il se prépare pour cornerer un de ses amis à Fight Quest, je pense qu'il lui est à Montréal aujourd'hui. Je le sais, c'est ça qu'il me l'a dit, il est à Montréal. Il partait un petit peu plus vite, c'est ça. Mais je pense qu'on va se croiser à ce moment prochaine, là, anyway, là, fait que... C'est ça. On verra s'il s'est roulé, mais bref, tout ça pour dire que même Zach qui vient un peu de se greffer à l'équipe, tu vois, lui avec, c'est un bon Jack, c'est comme vous reconnaissez entre vous, puis c'est tout du bon monde, c'est une belle équipe, puis c'est une énergie positive entre vous, puis veux pas, c'est ça la clé du succès, là. Ça me fait penser un peu à monter. Nous autres, c'est vrai qu'à Saint-Jean, on est vraiment plus orienté sur le jiu. Le Fred, moi, il était boxeur longtemps, mais des problèmes de commotion là, assez graves. Des fois, je fais la joke, que Fred, pour faire une commotion, il a besoin de se sortir la tête du char sur l'autoroute, puis bang. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça. Fait que, on est vraiment beaucoup axé sur le jiu. Lui, il vient d'avoir sa black belt, c'est sa passion, puis tout. Mais notre team de jiu, c'est vraiment de même, tu sais. On a du monde, des fois, d'autres, on est dans un gym. On est au Pro Gym à Saint-Jean. On a une fenêtre, puis c'est un gym, puis il y en a des saucés là-dedans qui checkent le tiraillage. Exact. Les autres, ils ont des pipes. Puis tiraillage, moi, peut-être ailleurs, eux autres, c'est des pipes. Moi, mais pas dans la rue, le gros. À Gatineau, il y en a aussi de ça. Non, j'en doute pas, le gros. Mais Saint-Jean-sur-Richelieu, on est rendu une drôle de place, là, mais... Fait que, non, c'est nombre de gens qui sont venus essayer, mais c'est comme... Si tu ne fites pas avec l'énergie du team, ça marche pas. Non, pas. Automatiquement, c'est du monde qui s'élimine d'eux-mêmes du team. On n'a pas besoin de faire comprendre à des gens qu'ils sont plus vraiment bienvenus. Ça a l'air d'une plage justement qui se filtre un peu d'elle-même. Parce que j'ai tout le monde qui suit ma page du club sur Facebook, j'ai toujours jamais parlé à quelqu'un de site qui a l'air bête. Je suis je peux pas croire que ça entraîne avec eux autres. Ce qui est pas le cas dans toutes les gyms. Tant mieux. Fait que j'essaie de passer les mêmes leçons que moi j'ai eues quand j'étais un enfant. C'est aussi, même si on fait du MMA puis on fait du combat, tu peux quand même avoir les valeurs traditionnelles des arts martiaux qui sont supposées être léguées quand tu enseignes. T'sais. La discipline, le respect des gens. C'est une école, hein? Exact. Fait que c'est la même chose pour moi. J'enseigne encore. Nous on fait des saluts, encore le titre de Sifu. On a encore ces choses-là. Moi j'aime ça ce côté-là. J'essaie d'aider les gars aussi en dehors de l'école. Je veux qu'ils soient champions dans le ring. Puis je veux pas que ce soit des goons puis des caves en dehors du ring aussi. Fait que moi, ça va mettre dans la main le côté vie en dehors de l'école. Puis c'est sûr que moi, des goons qui ont pas une bonne attitude, tout ça, c'est bien rare que ça dure longtemps, comme parce que ça passera pas longtemps. Puis ils durent jamais, ceux-là. Non, ben, malheureusement, ce monde-là sont souvent faibles. C'est le genre de gars qui arrivent là, puis t'as juste besoin de le briser une fois, puis c'est brisé à tout jamais. Là. Exact. Fait que c'est ça, mais oui, je trouve que j'aime votre mentalité pour ça parce que ça s'appelle une école d'arts martiaux, puis veut pas. C'est pas tout le monde qui casse les arts martiaux qui a full été à l'école. C'est pas tout le monde qui casse les arts martiaux qui a nécessairement une bonne famille, un bon passé. Exact. Puis c'est vraiment dans des lieux comme ça que t'apprends sur la vie tout autant. Parce que Chris, man, s'il y avait une place que tu peux arriver puis sortir d'ici vraiment très très humble. C'est un gym d'arts martiaux, on s'entend là. Ça. Puis ça prend des caractères, ça forge les caractères des gens. Puis je trouve que c'est important d'axer une portion du moins de tout là-dessus. Parce que c'est ça qui crée l'esprit d'équipe, c'est ça qui fait un team fort. Puis ça se voit, là, peu importe où vous allez, il y a une gang de monde qui vous suit, c'est un team qui est tout ensemble. Puis c'est grandement à cause de ça. Même les mots qui font du kung-fu comme traditionnel, entraînement, ils viennent encourager les gars qui fight dans les MMA, puis les parents. Puis c'est la même chose comme tu vas vraiment voir, comme moi, encourager mes gars à caller out du monde,
lancer des dolés à travers des fenêtres, Non, c'est pas à se baver ça. sur Facebook. Moi, ça, c'est pas mon style du tout. Moi, je crois comme tu te bats vraiment fort dans la cage, tu performes dans la cage, tu deviens comme connu à cause que tu performes, pas à cause que tu parles. Puis moi, je suis pas un gros fan de ce côté-là, de la façon que moi j'ai grandi. Puis je suis pas un gros... Je promouvois pas ça beaucoup à travers mes gars de call lui out, bats-toi contre lui. Tu sais, moi, je crois pas là-dedans. Tu fights, c'est lui quand lui est numéro 1, toi t'es numéro 2, tu te bats contre lui, toi t'es numéro 8, t'es numéro 7, tu te bats contre lui. Moi, je crois comme plus ce côté-là. Le côté peu du c'est sport, ça, exact. vraiment plus. T'assommes le gars, tu piles pas dessus, tu l'as assommé, bon, ok, good, tu te pars dans ton coin, toutes ces choses-là. Moi, je suis pas mal sur ce côté-là. Puis, de toute façon, on se fait déjà assez mal. Là. Ouais, c'est déjà assez dur faire du combat, t'as pas besoin de continuer après. Fait que, ce côté-là, c'est important pour moi. Exact. Tant qu'être dans ce sujet-là, c'est d'actualité, on peut en parler un peu. Georges Saint-Pierre, il a annoncé sa retraite du sport, tout le monde est au courant. Comment tu penses que... C'est une question qui a été abordée à sa conférence de presse d'ailleurs. Comment tu penses que le sport, en général, va se porter maintenant que Georges n'est plus là? Parce que on s'entend que la nouvelle tendance dans le sport, c'est vraiment ce que t'aimes pas, là. C'est les call-outs, c'est les sauter à pieds joints dans la face à Dylan Dennis. Bien que ça, moi j'ai adoré. Il méritait peut-être un peu aussi. Dylan Dennis, je l'ai eu, là. Mais ça, c'est l'autre côté, comme mon autre côté, comme que les gens vont pas voir autant, puis le côté de ma famille, comme sur le côté de mon instructeur était assez mauvais. Ils ont ça. Mettons, t'insultes ma femme, ma famille, mes enfants personnellement, ça pourrait avoir un autre côté. Que là, OK, là, on se bat plus comme un sport. Là, c'est rendu personnel. Fait que là, ben, pourquoi je suis les règlements? Pourquoi que, tu sais, là, ça devient personnel. Là, ce côté-là, je comprends, moi, un peu, Khabib, là, tu sais, t'es rendu ma mère, mon père, ma famille, mon pays. Ma religion. T'es rendu cerveau, tu sais, c'est exact, là. Ultra religieux, là. Tu sais, moi, je suis pas un gars qui est d'accord avec la religion en général dans la vie, mais lui, il est ultra religieux. Il y a des choses que tu devrais pas dire ou croiser la ligne. Tu sais, comme Kornberger, puis Marc-André, un exemple. Je trouvais ça drôle quand Kornberger, il mangeait ses power bars. Même moi, je trouvais ça drôle. Marc-André trouvait ça drôle. Je trouvais, tu sais, c'est drôle, c'est vrai. Puis là, moi, je faisais des farces. Ben, tu sais, il va voir que Marc-André, ça va te gérer moins bien. Tu sais, ça, c'est correct. C'est drôle. Ça vend les billets, j'aime ça. Mais aller chercher ta mère, ma femme, ta blonde. Du Ronson. C'est ça, c'était correct. Ronson qui l'appelle l'autre Doofy. Du fort qui dit, t'es vieux. C'est ça. Non, ok, mais tu sais. C'est pas personnel, tu sais. Ça n'a pas été ta mère, ta religion. Là, moi, je suis sur ce côté-là. Ça vient personnel, puis là, j'aime moins ce côté-là. Tu pourrais venir un peu plus violent. Je comprends un peu Khabib, qu'est-ce qui est arrivé. J'ai l'impression qu'il a été straight up déçu dans le combat. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il n'avait pas fini. Une chance qu'Irvdin est là et il connaît son affaire parce que moi, je pense pas qu'il lâchait la grippe. Non. Je pense qu'il arrachait le menton au grand complet. Pour tout le monde qui ne savent pas c'est quoi, un face lock, tu sais, comme en catch wrestling, comme tu sais, des vieux de la vie comme Gene LeBell et tout ça, ça fait mal en Simonac, un face lock. C'est le monde qui ne savent pas. Un gros gars comme Khabib, je suis pas mal sûr qu'il a une bonne grip. Nous autres, on a le ça fait mal, là, tu sais. On a le chum de Not Human, là, PCO, qui il roule plus vraiment parce que, écoute, sa carrière est repartie comme personne ne s'attendait que ça reparte, là. Sa carrière en lutte, c'est incroyable. Lui, là, c'est rendu un des plus gros draws aux États-Unis, là. OK, cool. C'est rendu dans la ROH, qui est une fédération de lutte qui est, je te dirais, la deuxième en Amérique du Nord, bien que là, il y en a une qui va ouvrir, qui va être gigantesque, là, il y a beaucoup de financement. All Elite Wrestling. Je les vois un peu, je vois ça sur Facebook. Là, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est Cody Rhodes, puis tout. Fait que c'est une grosse famille de lutte. C'est le frère, le fils à Dusty Rhodes. Ça, c'est les trucs comme quand j'étais un petit kid. Ouais, Dusty Rhodes, l'American Dream. Fait que non, c'est ça, mais tu sais, il est rendu là-dedans, puis il est rentré là-dedans dans le main event en partant dans un stable, il se bat contre les Briscoes, pis tout. Fait que lui, mais bref, tout ça pour dire qu'il faisait du jeu avec nous quand il avait le temps, puis lui, gros, c'est un gars, lui, il check du catch wrestling là, comme un malade, puis lui, c'est ça qu'il fait, puis tu sais, il pèse 300 livres, puis tu taperas pas sa crème. Exact, c'est ça. Fait que quand il te pognait à la face, puis il tirait, là, ça faisait du bien. T'as mieux de taper, mon gars. Ou te faire étirer le coup de 2 pouces, puis devenir plus grand. Les gens savent jamais, tu sais, comme quand t'es assis sur le sofa, tu sais, des kicks dans les jambes, des coups de poing dans la face, coups dans le fouet. Ah, ça, pourquoi qu'il est. Pourquoi que c'est pas levé? C'est qui? Comment? Je sais pas c'est quoi son nom, mais le coach de Sick Jitsu, qui est le gym de Michael Chiesa, Sam Cecilia. C'est dans le Pacific Northwest, je pense dans le bout de Seattle pis tout.
genre, lui, là, oh my god, c'en est un, là, un gars de l'ancien temps, là. Genre, moi, je montre pas comment défendre des leg kicks pis des body kicks, parce que si tu drops là-dessus, t'es juste une fucking pussy. T'es genre, gros, c'est parce qu'il faudrait peut-être que tu commences, parce que ça fait une couple de fois que tes gars se font plier en deux. Ça fait mal. Là. Ça fait mal. Là, t'es là à l'engueuler parce que t'es une tapette, le gars, il respire plus à la terre. Moi, je crois beaucoup dans la défendre. Bloquer, c'est bon. Dévier, c'est bon. Protéger, c'est bon. T'es pas obligé de te faire frapper pour rien. Non, fait que j'aime ce côté-là aussi de les skills. T'sais, comme un gars comme Dave en Letway, là, pas de gants, c'est une bonne affaire des coups de tête, des coups de poing, des coups de genoux. Tu vois vite que ça fait mal. Fait que dans la défense, c'est important. T'as une meilleure carrière aussi. Dave, des fois, c'est malaisant, ces combats. Oh my god, man. Son dernier, je l'ai écouté, c'était nice. L'autre d'avant, là. Oh, sacrifice. Ça, c'était malaisant, mon gars, là. Le petit coréen, mon gars, le petit chinois, il se fait, genre, détruire là, à terre. Et quoi, il va, wake up, ici. Et t'as la saison une couple de minutes, un peu de glace de l'eau. Ah, écoute, t'es prêt, retourne là, le mon Dave, bang, il le retue une deuxième fois. Puis ce gars-là, Dieselek, le taille, il s'est rebattu 3 semaines après. En tête, puis il a gagné. Contre un gars que Dave connaissait de Tago Muay Thai, qui est très bon. Le Dave, il dit, hey, c'est fou, il est Dieselek, il se rebat. Je pense qu'il y a 200 combats, Dieselek, genre, il y avait 3 ou 4 ceintures, il était champion, les stades en Thaïlande 2 ou 3 fois. C'était comme un... Quand on était ce combat-là, il y avait plein de monde de Thaïlande qui était venu parce que eux, là, ils étaient très confiants. Comme ce gars-là, là, il a 127 victoires, il a 4 ceintures. C'est lui qui va l'avoir, la ceinture. Ouais. Puis, mais il s'est rebattu 3 semaines après ça, puis il a gagné. Fait que j'ai juste montré comme la mentalité différente nord-américaine. Puis là-bas, soit que la vie vaut pas autant que nous, ou pourtant il manque pas de gars. Je sais pas pourquoi, mais 3 semaines après, il s'est rebattu. Après avoir fait mettre KO 2 fois comme ça. Fait que quand on a ça, ils sont vraiment braves, pareil, ces gens-là. Oh, vraiment. Mais j'ai une de mes amies qui, elle habitait en Thaïlande. Pendant un petit bout, elle habitait plus dans le bout des îles, elle a fait de la plongée. Elle avait sa petite appart-là, mais elle est allée au Myanmar pendant une couple de semaines. Elle a dit ça, là, c'est une place spéciale que je suis allé dans ma vie. Là. Le monde là-bas, ça pense différemment. Même de la Thaïlande, là, c'est le jour et la nuit. Tu s'entend qu'en Thaïlande, s'acclimater à comment ils vivent puis ils pensent là-bas par rapport à nous ici, c'est le jour et la nuit. Mais Thaïlande, comparé au Myanmar, là, c'est complètement autre. Puis, c'est ça, elle a eu des drôles d'expériences là-bas. C'est assez spécial d'aller là coacher, là, l'atmosphère dans les stades, puis comment que ça fonctionne, c'est une belle expérience de vie, disons. Ouais, c'est assez cool. Yes, hey, tant qu'on est sur le sujet, Dave, justement, je trouve ça vraiment le fun ce qui arrive, parce que moi, c'est dans le sport, ça fait longtemps qu'on connaît Dave Leduc, le gars il s'est battu un peu ici, là, il est parti faire du letway, devenu littéralement comme une des plus grandes légendes du sport, là, littéralement. Ça va bien comme c'est là. Et Krim, depuis son dernier combat, je l'ai vu à Denis Lévesque, qui était sur le podcast à Oli Aubin, qui est d'ailleurs toujours le meilleur épisode du podcast d'Oli. Sorry pour l'épisode à pas de côté, qui était super intéressant, mais pour d'autres raisons, là, pour question de Bisbee. Pour question de Bisbee, mais non, le Dave, c'est ça, je trouve ça hot parce que c'est un grand athlète québécois. C'est quelqu'un qui est au tout sommet de son sport, comme l'est Georges Saint-Pierre, comme l'aura été, des grands joueurs de hockey, puis c'est hot que là, ils reviennent ici, puis le monde parle de lui, là, pour vrai, cette fois-ci. Je pense que c'est mérité, puis oui, Dave, il a sûrement à pas à se plaindre, il est super bien payé, là-bas, à faire ses combats, il fait de la belle argent, il est à Abu Dhabi, dans le show, puis tout, mais c'est hot que finalement, ici, le monde le reconnaisse, on a vraiment un gars spécial, un grand champion dans un sport que nous autres, qui est 100% méconnu comme par nous autres, mais reste que le gars, c'est là-bas, juste donné, 32 millions de personnes ont regardé le dernier combat, juste au Myanmar. 32 millions. Partout, c'était l'Est. Exact. Tout le monde regardait le combat. Puis 5000 personnes dans l'estrade, puis les gens, comme les billets de base, c'est comme l'équivalent quasiment de 3 semaines de salaire pour eux là-bas. Donc, tu veux vraiment y aller. Des bannières partout, c'est gros, là, comme là-bas. Puis ça, c'est juste 32 millions là-bas, sans compter en Asie, puis partout d'autres. Puis les gars là-bas, comme vous dites, Dieselek, 127 victoires. Tu termines 87 victoires. Ils commencent à faire du main nu puis les coups de tête à 8-9 ans. Fait qu'on a vu des enfants, là, comme le samedi, là, toi, ton kid, puis mon kid, là. Moi, puis toi, on fait un barbecue, puis ils se battent. Puis là, on le coach du bord, là. Arrête, qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Toi, tu vas être dans le C, toi, tu vas être dans le A, puis
Là, on vous a envoyé des places. C'est vraiment comme... c'est assez... Là, je suis là, wesh, c'est intense. C'est comparé ici qu'à 8 ans, ils veulent même pas qu'ils se lancent une boule de neige. Là-bas, ils se donnent des coups de tête. Fait que c'est dans la culture. Donc, là, tu parles d'aller combattre, un peu comme dans les années 80. Un petit Québécois, il aurait été tapé toutes les ceintures noires au Brésil. Ben, c'est un peu comme ça que Dave, là, les gens sont pas connus là, mais les gars de Letway, puis même en Muay Thai, Dave est 14-1 en Muay Thai avec 13 KO, puis c'est comme ça que ça fait de recruter pour aller faire le Letway aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent y aller. Puis d'habitude, tu te fais recruter en Letway pour aller te faire sacrer une volée, là. On se comptera pas de face, là. Les gens de l'extérieur, d'habitude, tu vas au Myanmar pour manger une rince, là, puis c'est ça que c'était supposé au début. Fait qu'on s'avait vraiment entraîné très fort. Puis ça a vraiment bien tourné pour lui, fait que je suis content. C'est Marc-André, Dave, tous les gars qui sont TTKO, je trouve que c'est une super belle plateforme pour eux. Je suis rendu comme 5-6 là, puis d'autres qui vont s'en venir aussi, mais je trouve que c'est une super belle plateforme comme ça on tourne avant. 20 ans passés, c'était plus dur percer. Là, à cette heure, je trouve qu'ils ont des... Tu sais, t'es sur Fight Pass, t'es des RDS, puis tu sais, t'as des podcasts comme toi qui... C'est le fun pour eux autres en ce moment, c'est excitant pour eux autres. Là, si t'es pas excité, là... T'es pas motivé, t'es pas fait pour ça, là. Non, c'est le moment, là. Tu l'as pas pantoute. Non, définitivement. Puis, ouais, justement, Marc-André aussi, qui va faire ses débuts UFC, qui a commencé, tu sais, avec vous autres dans le temps. C'est un gars d'ici, en fait. Ouais, c'est un gars de Gatineau. C'est incroyable que c'est le fun parce que c'est comme genre, tu pourrais pas demander mieux. Ouais. Il va se battre, son premier combat du UFC, où ce qu'il a, comme à quelques minutes d'où ce qu'il a grandi à Buckingham ici. Ouais. Le 4 mai. Le 4 mai, tu sais. Fait que c'est vraiment cool que ce qui lui arrive, puis il le mérite. Puis c'est le fun, puis tu sais, je vais être dans son coin, puis il est venu s'entraîner juste avant de s'en aller à Vegas, il nous s'entraîner pendant un week-end avec nous autres, puis je lui parle souvent, on se parle, on s'envoie des affaires, un peu comme même quand Dave est pas ici, il était ici pour 2 mois, on a fait des entraînements, je vais en faire un autre avec lui ce soir. Mais on se parle régulièrement, là, tu sais, technique, concept. Moi, je suis un gars bien sur le côté de te préparer mentalement. Tu sais, si tu parles d'une couple de mes gars, ils vont dire, tu sais, oui, je veux que tu aies de la technique, mais je veux que tu sois, on s'en va là se battre, on s'en va pas jouer au tennis. Non. Je veux que tu sois agressif, gagne ou perd, j'aime pas quand tu t'es pas là mentalement. Fait que je pense le côté de l'énergie puis d'agressivité, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre à mes gars là, quand tu t'en vas te battre, je veux qu'on se batte là, pour finir. Ouais. Le meilleur exemple de ça, pour vrai, là, selon moi, c'est probablement Nick Penneau contre Alex O'Neill. Exact, ça c'est un bon exemple. Il n'a pas lâché une seconde. C'était écœurant ce combat-là. Moi, j'étais cage shade, il me saignait partout dessus. Je te niaise même pas. Il saignait de la plomb. Du sang partout sur moi. Can aussi. On capotait, man. On avait du sang sur nos feuilles, du sang sur nos affaires. Mais tabarnouche, Nick, man, il se battait contre un gars de genre 1450 livres à peu près. Puis, je comprends. J'en reviens pas qu'il est capable de faire 155, ce gars-là. Je pense qu'il pesait, ils ont dit 187 dans la cage. C'est énorme, là, de... Il a comme établi un poids, je te dirais que les gars de 155 check parce que là, je sais que Zach il essaie d'être un peu plus gros pour son prochain combat. T'as Jesse Ronson qui m'a dit mot pour mot qu'il essayait de peser au moins 187 dans la cage contre Jourdain. Fait que, ça commence à être du poids encore. C'est quelque chose, là, surtout que Ronson, on le sait que en vieillissant, c'est de moins en moins facile de faire cette coupe de poids-là. Absolument. Pousser ton corps à des places que tu veux pas nécessairement. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le coupage de poids? Moi, personnellement, j'aimerais, même jour où il pèse durant l'année 5 fois, puis toi, tu te bats à ça. Comme moi, les 2 combats que j'ai faits, c'est sûr qu'on parle pas de même niveau, même temps, c'est un autre... Tu sais, 15 ans, 20 ans en MMA, c'est pareil comme genre dans le temps préhistorique comparé aujourd'hui, là. Puis dans 15 ans, ça va être... ça évolue tellement vite, mais comme... moi, je coupe pas de poids, là. Je me bats, moi, je pèse ça, je me bats, là. Puis s'il est plus gros, il est plus gros, là. Je pensais jamais comme ça, moi. C'est la même affaire, là, comme moi, ma pesée pour ma compétition, c'est à soir, là, puis écoute, t'as coupé 15 livres? Ouais, je pourrais couper le gros, j'étais à 207 livres et moins. Parce que ça me tentait pas de couper, justement, puis là, on se le dit, j'ai pas mangé comme un gars qui s'en va faire une compé, là. Je vais manger de la pizza à soir avec Julien et tout, puis tu sais, personnellement, comme je l'ai dit à Jules, j'ai quasiment à plus site pour jouer avec toi puis aller manger de la pizza que pour aller faire une compétition demain. Ça va peut-être super bien aller à cause de ça. C'est ça, je m'en vais là, aucune pression, fait que ça va peut-être bien aller. Mais, tu sais, je m'attends bien à ce qu'il y ait du monde qui vont couper du bois pour faire 207 livres pour se battre contre moi. Absolument. Puis moi, je vais arriver l'un des plus petits dans la division en ayant mangé comme un porc pendant 2 semaines. Fait que, on s'entend que je suis pas pour la coupe de poids. Je suis vraiment, je te dirais... comment on dit ça en France? Si des fois ça m'énerve, ça c'est une affaire qui m'énerve le plus, là. Parenthèse.
je réfléchis en anglais, j'en perds mes mots. Puis là, je veux dire de quoi en français, puis je suis gentil, je veux dire, I heavily disagree. C'est ça. Oui, ben, j'ai aucune idée. T'es vraiment pas d'accord avec ça. Exactement, puis là, j'oublie comment le dire en français, puis ça m'énerve parce que je suis un Québécois, je suis pas un anglophone du tout, là. Mais bref, tout ça pour dire que là, je suis 100% en désaccord avec le weight cut, c'est dangereux. Puis, écoute, on veut pas que quelqu'un meure, là, puis ça va arriver. Puis le long terme de ça, c'est pas bon pour... je trouve juste c'est des fois, tu sais, au UFC, ils perdent des combats, à TKO, il y a des gars qui ont été à l'hôpital. Mon chum Mick, là, qui est retrouvé à l'hôpital. La dernière fois, il y a comme, je pense, Eric Daigneault, tout, il a tombé. Eric Daigneault, la dernière fois, j'étais son dernier combat. Et ça a été dur de faire le poids. Quand il a fait le poids, il a de la misère sur la balance, il a juste à tenir. Puis dès qu'il est retourné à sa place, il avait soif. Fait qu'il a calé son pédialyte. Il s'est mis à faire des crampes. Puis les crampes sont jamais parties. Fait que là, c'est rien qui fuckait. Puis, tu sais. J'aimerais ça qu'il trouve une solution à ça. D'autres divisions de poids, tu peux pas reprendre de temps. Ou si la pesée, c'est le jour même. Ou j'aimerais ça qu'il y ait des différentes choses. Les ça divisions de poids, c'est un must. C'est un must. Par exemple, j'en veux pas plus que... Pas en haut de 175. Je veux pas que tu me fasses des divisions de pas en haut de 175. J'ai pas envie de voir la division des 195 livres. On a de la misère à trouver 205 livres potables dans tout le monde, OK? Fait qu'on veut pas plus de divisions là, mais 170, il faut que ça monte à 175. Exact. On a besoin de 165. Absolument. Puis c'est la seule qu'on a besoin. Tant qu'à moi, là, on a juste besoin de faire ça. C'est deux changements. Rajoute 165, 175. Fait que tous les gros 170 vont être des 175. Tous les petits vont devenir des 165 avec les plus gros 155. Puis ça va faire un effet que 125 va disparaître là, à cause de ça. Parce que tous les gros 135 vont s'en aller à 145, se battre avec les plus petits 145. Puis tous les petits 135 vont se battre avec les flyweight. Donc TJ Dillashaw va rester là, mais tu sais, t'as la Californie là, qui sortent les pourcentages, puis tout. Puis, tu sais, Henry Cejudo, TJ Dillashaw, Demetrius Johnson, Cody Garbrandt, ça se bat tout au même pas dans le cas. Exact, c'est ça. Fait que c'est ridicule qu'il n'aille tout ça pour rien. Ouais, pour une division que automatiquement, le fait que tu pèses ce poids-là, tout le monde se calisse de toi. Fait que coupe 10 livres de moins, le gros, puis... Je suis pas un gros fan de ça, puis côté santé, c'est pas cool, puis non, c'est vraiment pas ça revient pas bon. C'est pas mieux pour ça, là. Ouais, puis tu sais, moi, je serais d'accord, justement, comme tu dis, coupe de, tu sais, mettons 4-5 pesées, là, dans l'année, mais ça... Parce que le problème, les pesées du même jour, moi je veux pas ça, parce que je le sais, c'est une bonne idée, mais les gars sont calmes. Tu sais comment les gars sont calmes. Ils vont s'essayer quand même. Je suis capable. Ouais, pis il y a de quoi de plus dangereux que d'arriver là déshydraté raide pis de te faire knocker. Exact. Ça, c'est des plans pour crever. Là. Ouais. Comme moi, Julien, l'autre fois, à 170, les mois d'avant, je le voyais, tu sais, de plus en plus petit, 20 livres de moins que d'habitude dans la cage, puis tu vois, ton système nerveux est pas là, tes réflexes sont pas là, ta force est pas là. C'est pas bon, puis c'est vraiment pas bien. Puis encore là, c'est la même chose, les gens, tu vas plus grand, tu vas plus gros, tu vas plus fort, mais pas si tu reprends pas tout le poids. Puis tout le monde, tu sais, tu m'as parlé tantôt d'un de tes amis, tu sais, Mick Dufort, et tu m'as dit, lui, tu sais, la façon qu'il est fait, ben là, il suit pas, fait qu'il y a pas besoin, tu sais, de quasiment se tuer pour faire 155. C'est pas nécessaire, tu sais, il y a de la technique, il y a du skill, c'est pas comme si c'était un gros brawler, puis faut que je donne un gros coup de poing puis il va tomber. C'est avec ses habiletés qu'il va gagner quand même. C'est un naturel, c'est un athlète comme Mick Dufort. Là, personnellement, là, j'ai rarement vu des gens comme lui dans la vie. Là. Je suis prêt à te dire que c'est probablement le meilleur grappler avec qui j'ai roulé dans toute ma vie. Puis tu sais, on a eu des séminaires avec des black belts, puis j'ai roulé avec des black belts en masse. Thierry Kenville donne nos cours d'MMA au gym, là, puis je roule avec à toutes les semaines. Puis c'est excellent Thierry, là, genre excellent. Là, mais Mick Dufort, pour le niveau de technique qu'il y a, le gars, il arrive là et il pète des black belts, 3-4 back-à-back. Il n'y a pas besoin de peser, il n'y a pas besoin de se tuer. C'est ça, exact. Moi, j'ai toujours la même chose en striking. Là. Tu peux être 100 livres de plus que moi si je te place mes coups à la bonne place, puis les bons kicks à la bonne place, puis les coudes à la bonne place, puis les genoux à la bonne place. Ça ne me dérange pas, pas besoin de me tuer en poids pour gagner. Fait que ça, c'est des changements que j'aimerais voir. Puis... De toute façon, ils ont vu tes vidéos, là, t'es pas le gars qui traite super bien un bag. Là. Je dirais pas que des fois, c'est quelque chose. Ça revient à la même chose quand c'est un gars. Ouais, ça rentre la même chose. Sans aucun doute. Mais ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, je prends juste mon exemple à moi, qui est même pas un exemple qui s'applique vraiment selon moi, mais c'est juste pour te dire, toutes les fois dans ma vie, justement, que il y avait une compé, puis là, j'étais là, alors, il faut que je sois à mon poids, qui est d'habitude moins de 181 livres, mais on se pèse en kimono, fait faut que je sois 181 en gui, donc 177, 176, si je veux voir bien manger à la veille,
Puis, tu sais, ça arrivait des fois que j'étais comme je pèse en ce moment, là, ton 195 livres. Puis là, je me disais, faut que je le fasse. Fait que là, 2 mois d'avance, là, tu t'y mets. Puis là, tu manges bien. Tu manges un peu moins. Puis là, tu manges bien. Puis là, du crise de yogourt avec des fruits le matin. Puis du gruau dedans. Puis une crise de salade le midi. Ou une soupe avec du poulet là dedans. Là, pas de nouilles, pas de riz. Tu trouvais que ça t'a fait une différence? Gros, tout ça. Toutes ces compés-là, ça a été mes pires. Ça a été mes pires parce que le cheminement pour se rendre là, ça m'a tout pris. Exact. Genre le fait de pas tricher sa diète pendant 2 mois, de pas manger ce que j'aime, même pas manger un esti de bol de spaghetti. C'est pas le fun qui est mon aussi. repas préféré dans la vie. Exact. Que je peux pas manger ça le soir de semaine quand je suis pressé. Faut que j'arrive chez nous, je prenne le temps de faire un petit crise de repas. Sinon, je vais être obligé de manger 3-4 amandes avec du fromage cottage. Là. Puis, tu sais, ça prend mentalement pis tout. Puis, tu sais, j'ai pas embarqué dans le bain encore. Là, ni dans le sauna. J'ai pas mis un sauna soude pour aller couper du livre puis faire un water load puis blablabla. Fait que, genre, le processus de se rendre là, des fois, c'est tellement drainant mentalement et physiquement que t'arrives à accomplir pis t'as plus rien. Exact. Faut que t'aies du fun. Puis il faut que ça soit le fun. Même si tu compétitionnes puis tu fais des combats, moi, je veux toujours que il faut que le processus soit le fun. Même si c'est dur, oui, des fois, tu sais, ça brasse, c'est des blessures, t'es raqué, t'as mal dans le cou, t'as mal dans le dos. Mais ça fait que il faut quand même que t'aies du fun. Faut que tu t'amuses, faut que ça soit positif, t'entraîner. Faut que tu te sentes bien dans tout ça. Faut que tu le fasses de façon que le cheminement pour aller compétitionner, c'est bon et non une torture continuelle. Puis ça, ce côté-là, tu veux pas ça. Fait que moi, je suis pas un gros fan de ça. Alors moi, non, j'étais ça, moi, tout. Je pense que c'est pas le pire aspect du sport, là, encore plus que... Tu sais, moi, je te le cacherai pas, j'étais un fan de lutte depuis ma tendre enfance. J'ai vu ça sur ton social media. Ouais. J'étais un fan de lutte depuis ma tendre enfance, puis... Tu sais que c'est pas vrai? Ouais, absolument. Je viens de faire ça. Absolument. Excellent. Écoute, c'est... Parce que mon grand-père, lui, disait que c'était vraiment... Ouais, je sais. Ben moi, mon grand-père, il a un jumeau. OK. Ben, il y avait un jumeau, il est mort, malheureusement, qui était nain. OK. Il était lutteur, vraiment, tu sais, dans la WWE, dans le temps qu'il y avait les nains, pis tout. Il était vraiment populaire, puis c'est pas à cause de lui que j'aime la lutte, là, mais j'aime ça, je trouve ça drôle, la lutte. Fait que moi, les promos, le trash talk, je trouve ça hilarant. Des fois, je comprends que ça va vraiment trop loin, puis il y a des gars, c'est des astuces de qui essaient, comme, tu sais, genre, Henry Cejudo, là, avant son dernier combat. Ouais, avec son là, serpent, là. avec son serpent, puis t'es Kelvin Gastelum qui se promène avec la belle, puis moi, tu t'es pas pointé, fait que je gagne par forfait, c'est moi le champion. Tu sais, il y a des gars qui l'ont pas, puis ils se sentent forcés à s'en aller là-dedans parce qu'ils rendent ça à la game, mais ils l'ont pas, puis c'est contre leur nature. T'as juste l'air d'un cap. Ça n'a pas l'air naturel, ça n'a pas l'air bien, comme le serpent en caoutchouc qui tapait. T'as pas besoin de faire ça. C'est fini aussi, cette histoire-là, genre, comme c'est 1 an et demi avant, 2 ans avant, on va en reparler encore. Moi, j'aime le combat, tu sais, comme le combat, l'art, les habiletés, la vitesse, la force, la technique. Moi, c'est ça que je regarde quand je regarde du MMA ou du lightweight ou du Muay Thai ou du K1 ou de la boxe. Puis même de la lutte, tu sais, c'est athlétique. Qu'est-ce qu'ils font ça? C'est encore plus dur, je pense, sauter en haut de la corde, puis pas y faire mal, que juste tomber direct dessus, puis y faire mal. T'sais, fait que ça prend, j'aime l'art en arrière de ça. L'athlétisme, qu'est-ce que ça demande? Je respecte tout ça dans toutes les genres de disciplines. Puis la lutte, je te le garantis que ces gars-là sont vraiment plus mal que nous. C'est probablement oui, parce que c'est plus dur de te retenir, puis te faire ça. Comme il y en a qui luttent, quoi, à 200 quelques jours dans l'année. Quand t'es dans la WWE, là, il y a un show le lundi, il y a un show le mardi, il y a un pay-per-view aux 3 à 4 semaines la fin de semaine, puis il y a des house shows 5 soirs semaine. Fait que t'as mal au dos, t'as mal dans le cou. Leur workhorse, les Seth Rollins, Dean Ambrose, là, ça lutte 350 matchs par année. Là. Exact. Fait que c'est ridicule. C'est des athlètes eux aussi. Fait que... Puis, tu sais, pour en revenir à Corpicio, parce que lui, l'exemple le plus proche que j'ai de moi, ce qu'il a fait qui est vraiment devenu vraiment super over, puis que le monde a trippé, c'est un match qu'il a fait l'an dernier, la fin de semaine de WrestleMania. Pas l'an dernier, l'autre d'avant, en fait. Fin de semaine de WrestleMania, qui est toujours une fin de semaine où tous les fans de lutte du monde se réunissent dans la ville où ça a lieu. Cool. Fait que toutes les promotions un peu plus underground, indépendantes, font des shows. Puis tu peux avoir, tu sais, littéralement un show à telle place, à telle heure. 1 heure plus tard, il y a un show dans un autre amphithéâtre dans la même ville. Fait qu'il y a genre littéralement 13 shows de lutte dans la fin de semaine. Puis PCO, il y avait eu un bon spot sur un des meilleurs shows. Joey Janela, qui a un super beau show. Puis c'est un ladder match, puis il a fait, tu sais, puis ça, il paie 300 quelques livres, c'est un mat à mort, c'est un gigantesque, là. Il est à côté d'Hugo Girard, puis il n'y en a pas un qui est vraiment plus gigantesque que l'autre, là. On s'entend qu'Hugo, c'est un c'est des gros dudes. Moi, c'était un policier ici à Gatineau, dans le temps. Ça, c'est rendu le propriétaire de notre gym, là. J'avais vu ça, un bout, il est rendu là-bas. Ouais, fait que, tu sais,
Ça a l'air de méchante pièce d'homme. Puis le spot qu'il a fait, qu'il l'a rendu over, c'est qu'il a monté sur une échelle de 12 pieds. Puis il s'est collissé à backflip en bas de l'échelle. Puis il y avait des catchers, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais il nous a dit, moi les boys, c'est pas compliqué. Là. Quand je flippe, si vous me trouvez trop gros, puis vous avez peur que je vous blesse en vous tombant dans les mains, vous décollissez. Je m'en crisse, moi je le fais ce spot-là. Puis comme de fait, les catchers sont là, puis ils le voient arriver. Puis il recule, puis ça finit que quand il tombe, il y a comme 3 paires de bras en extension qui accueillent ses jambes. Puis lui, esti, il te mange le plancher, là. Mais il le mange, là, tu comprends? Puis, tu sais, c'est pas vrai la lutte, mais quand tu te collisses en backflip, en bas d'une échelle, à terre... Le plancher est vrai. Le plancher est vrai. La douleur est vraie. Exactement. Le mouvement est vrai. Fait que ça. Oh ouais, puis tu sais, gros, tu sais, le gars, il s'est sonné pis tout, mais lui, il a un match à continuer. Fait que là, faut qu'il se relève pis il continue à jouer son personnage. En faisant semblant qu'il n'y a rien arrivé. C'est de là que c'est parti la gimmick de Not Human, le PCO de Not Human. Puis à ça, il fait des affaires d'attarder les gros stackers de même, là. Ouais. Il stack des photos de son adversaire sur le chest. Puis là, il fait des gros dumbbells de 100 livres, là. Pendant que son manager, il lance des dards sans photo du dos sur son chest. Des astuces d'affaires de même d'attarder. Gros, il s'est quasiment coupé le tendon ici de la jambe parce que il a pété un windshield avec ses pieds puis il est sorti par le windshield. Oui, c'est sûr. Mais c'est gros, il s'est mangé. Il y a eu genre une trentaine de pointitures, une cote là, était épaisse. Fait qu'il veut vraiment se faire, il veut se faire repêcher, là, lui, là. Ah ouais, lui, lui, ça s'en vient. C'est bon. Il va soit signer avec la nouvelle promotion qui est gigantesque. Il va peut-être avoir des options à WWE, mais sans trop rentrer là-dedans, WWE, c'est le produit general public qui passe à la TV. Fait que si l'autre promotion a un offre qui est semblable, t'es quasiment mieux d'aller à l'autre place puis d'avoir un peu d'indépendance sur ton personnage. C'est à la WWE, quand tu sors là, tout ce que tu dis est scripté. Puis si tu dis pas ça, ben tu te fais coller dehors. Tu deviens comme un produit. Fait que c'est sûr que lui, puis il est déjà allé là, à WWE. Il a été champion par équipe avec Jean Rougeau de Co-Bakers. Oui. Tu sais, fait qu'on s'entend, là, il binder done that, lui, là. Ça fait longtemps. Fait que, non, tout ça pour dire, la lutte, c'est un sport de malade, mais moi, j'aime ça depuis ma tendre enfance. Fait que moi, l'aspect trash talk, je trouve ça drôle. Tu sais, moi, fait que je l'ai rencontré Mike Perry, là, au PI, là, je trouve ça hilarant parce qu'il y a su un personnage plus écœurant que Mike Perry, tu sais, en MMA. Puis Julien m'a dit, c'est pas un show, là. Il est juste comme ça. C'est le petit dommage, il vient de la Floride. Il dit, il est de même tout le temps. Fait que là, il dit, ça fait un bon partner pour se tirailler dessus parce que c'est sûr qu'il doit te soigner pour t'arracher la tête. Puis, tu sais, en striking, debout, c'est quand même un gars qui donnera pas sa place. Fait que c'est toutes des bonnes expériences pour des gars à faire, ça. Ah, c'est un méchant cogneur. C'est le gars qui a découvert le sport littéralement en sortant de 3 ans de prison. Il a joué au UFC Gym puis il a dit, m'en allez essayer ça. Avec son chum Alex Nicholson qui s'est fait bannir du UFC parce qu'à son premier combat à Perry, il criait des insultes racistes aux Coréens dans le coin. Excellent, c'est bon ça. C'est vraiment bon là. Une gang de vrais Chris de gars de la Floride. Là. Des vrais. Là. Ouais. Tu te trompes pas, le monde de la Floride, c'est une autre gang. Mais... J'ai rien contre ce monde-là, mais c'est pas mon style là. C'est pas le monde le plus intelligent du monde, peut te dire. C'est une drôle de place. Mon pas de maison là-bas, là, des fois, il envoie des. Tu sais, puis lui, il est dans le petit coin avec les autres Québécois. C'est ça, Il sort de là, des fois, il envoie des autres dépanneurs. Toutes sortes de monde là-dedans. Mais et écoute, tant qu'à t'avoir, on a l'UFC 235 en fin de semaine. Ça en est un gros, ça en est le premier gros de l'année. Ça en est le premier UFC pay-per-view de l'année. C'est pas vraiment de quoi qui existait. Là. C'était le vieux Silva contre Adesanya. Il a quand même surpris bien du monde, je pense. Ça a quand même réussi à être fun. Oui, parce que il y en a bien, moi je pense qu'ils pensaient qu'Adesanya était pour complètement clencher. Je pensais qu'elle allait le tuer, je m'appelle Jérémy Kleenex à côté de moi, j'étais prêt à pleurer. Là. Il en a donné. Tu sais, ça a quand même été serré, puis ça a été un match comme technique. Mais je pense qu'il en a surpris pareil. Là. J'aime ça, moi, les gars qui arrivent proche de mi-quarantaine, puis ils sont encore dans le top 5, top 10, ça fait du bien, c'est pour les gars de mon âge, tu sais. Ça montre qu'on est encore là, j'aime ça. Ouais, Silva, man. Il y en a de plus en plus aussi, tu sais, comme qui sont dans fin trentaine, début quarantaine, qui sont encore en train de compétitionner à des hauts niveaux, fait que c'est le fun de voir ça. DC était probablement le meilleur exemple. Exact. Anderson Silva, moi, ce qui me fait peur, c'est le test après, là, pour être franc avec vous, parce qu'on s'entend qu'il voulait pas long, il faisait du lobby par rapport à USADA pour qu'il ramène le TRT. Là. Ouais, c'est ça. Fait que on s'entend que. Mais c'est correct. C'est ça. C'est un autre sujet, c'est les stéroïdes, man, qu'il faudrait quasiment que je me penche là-dessus à un moment donné, parce que il y a des drôles d'études là-dessus. Il y a des études, je te dirais, contradictoires, ces stéroïdes. C'est sûr que
en termes de sport de combat, théoriquement, on n'en veut pas de ça. C'est ça, parce que c'est dangereux. Les gens mettent leur vie en jeu. Puis si t'es boosté sur du pas naturel, tu peux causer beaucoup plus de dommages. Tu peux causer des dommages qui peuvent être non irréparables à quelqu'un. Mais il y a comme... Si t'es juste un gars qui va au gym, là, ben normal, tout, là, puis que t'es un peu plus vieux, c'est vrai qu'être sur le TRT, ça doit améliorer ta qualité de vie, c'est un c'est beau. Belfort, il avait l'air pas mal en shape qui était là-dessus comparé à avant. C'est sûr qu'il y en a qui se font tu vas voir ton docteur, puis ta testostérone est basse, puis tu vas être encore bien actif. La belle testostérone neuve, si ta blonde de juste te regarder, t'es là, dang, mon gars! Mais ça, c'est sûr que... Il y en a qui en ont besoin, Fait que non, c'est sûr que ça peut aider, mais tu sais, dans le sport, c'est sûr qu'on veut pas de ça. Mais bref, ça pour dire, UFC 235, c'est une grosse carte. Ça va être la carte le fun. J'ai une couple de combats, je voulais qu'on check ensemble. Vas-y. Le premier d'entre eux, je pense pas si vraiment ça va être un combat, là. Mais il faudra qu'on en parle. C'est le chum Mickey Gall qui affronte Diego Sanchez. Ça, c'est malheureux. Mais Mickey Gall, c'est un bon gars de sol. Diego aussi est bon au sol, par exemple. Le monde connaît Diego comme un vrai fou qui se donne des claques d'en face, puis est enragé. Tu le regardes, il saigne. Mais c'est un gars legit au sol, beaucoup, qui a grapplé dans des genres de super fights souvent, contre des très bons grapplers, Ryan Hall, des affaires comme ça, puis il a pas donné sa place à personne. Là. Il est bon au sol. C'est sûr qu'il est rendu fatigué un peu. Il y a beaucoup de millage. C'est un peu comme des voitures. C'est pas l'âge qui compte, c'est le millage. Il y en a qui ont reçu bien des coups. Fait que Diego, mais tu sais jamais. Moi, Diego Sanchez, tu sais jamais s'il va être encore dedans, il va sortir une soumission. Mickey Gall, c'est pas le meilleur striker, moi, je trouve, sur la planète. Donc, je sais pas si... je pense que Diego est capable de prendre ses coups. Mais j'irai avec le plus jeune là-dedans, qui est moins usé. Hey, sur une échelle de 1 à 10, comment ça va être triste quand genre Mickey Gall va knocker Diego Sanchez? Ça va être triste, mon gars. C'est pas bon, parce que à un moment donné, il faut que tu saves, comme je te disais, combien de millage que tu as. Tu fais te knocker comme 10 fois dans ta carrière ou juste une fois. Les guerres, tu as eu tout ton millage là, dans ta carrière fait que tu peux encore combattre dans la quarantaine, tandis qu'il y en a à 29 qui sont rendus usés. Ouais. Fait que faut que tu fasses attention. Ouais, moi, pour être franc avec toi, le Diego, ça a fini quand il a mangé son premier knockout en carrière pour moi. Mais c'est parce que quand t'es le gars qui a le meilleur, qui t'es réputé, là, ta force, c'est ton menton. T'es un gars qui mange des coups. Exact. Puis là, tout le monde dit il va se faire knocker un jour. Mais on s'entend quand Roy Nelson s'est fait knocker après 7-8 ans par Mark Hunt, personne n'a dit si tu te demandes, il va se faire knocker par Mark Hunt. Diego, son premier knockout en carrière, c'est contre Joe Lauzon. C'est ça, qui a peut-être jamais... Il avait quasiment pas knocké personne de ses vies. Exactement. Fait c'est à partir de là que je me dis aïe, ok. Puis tu sais, après, il a affronté un bon striker en Matt Brown qui l'a littéralement tué. Puis il l'a tellement tué que ça l'a réanimé quand il est tombé. Parce que si tu fies sur ton menton tout le temps, t'apprends pas, tu sais, bouger ta tête, dévier, te protéger, puis tu changeras pas de style rendu à moitié... à la fin de ta carrière, comme dans les films, ils changent toujours le style du gars en 2 semaines pour qu'il gagne. Non, ça marche pas. Comme dans la vraie vie, là, t'es à gaucher, on va te mettre droitier, puis tu vas commencer à être un boxeur, puis à être un brawler. Tandis qu'un Destiny Overrun right là, t'es correct. Là, comme Rocky, Southpaw, toute la même histoire, mais ça, dans la vraie vie, c'est très dur de changer, comme surtout apprendre, tu sais, quand tu peux être plus seul, tu peux faire comme... tu sais, il y a des gars qui étaient des brawlers, puis ont ajusté plus tard dans leur carrière, j'étais du sol, plus technique, mais changer complètement, comme devenir, tu sais, bouger ta tête, dévier, esquiver, avoir une bonne défense, puis pas avoir la mentalité de je fonce. Ça, c'est dur à changer. Fait que Diego, c'est... il y a toujours une chance, mais je vais aller avec le plus jeune kid de Mickey Gall dans celle-là. Il y a un haut taux de Justin Gaethje dans Diego Sanchez. Oui. Je pense pas que tu peux enlever le Justin Gaethje de dedans. Non. Ensuite, ça va être drôle. Le nouveau et seul prospect chez les 205 livres, Johnny Walker. Oui. Qui affronte notre Canadien, Michel Cirkunov. Le Canadien d'origine polonaise. Ça, Cirkunov, je dirais, il est très tough. Il est fort, il est gros, bon sol. Il y a une couple de bad luck, comme des genres de flash knockout que ça arrivait vite, mais il s'est repris. Johnny Walker, j'ai aimé ce que j'ai vu de lui, c'est des hook kicks puis des spinning back fists bien agressifs. Moi, j'aime ça parce que je suis un gars d'arts martiaux créatif, autant au sol que debout. Mais j'ai pas vu encore Johnny Walker, tu sais, mettons, se faire ramer dans la cage, dirty boxing, se faire mettre au sol par un gros gars comme Cirkunov qui est fort et qui est gros. Fait que c'est dur à dire si ça va être le genre encore comme il va sortir un flying spinning kick que Cirkunov verra pas,
ou si on va voir comme qu'est-ce qu'il y a de l'air contre un gars qui est quand même solide. Là, Cirkunov a une bonne fiche, puis c'est pas un gars qui... Walker s'est fait cut par des soumissions une couple de fois dans sa carrière. C'est là, possible là. Ça, c'est dangereux à cet effet-là. Ouais. Mais il est imprévisible, fait que c'est dur à... Misha, c'est pas... Tu veux pas te faire flash knockout par Johnny Walker. C'est pas le gars qui va te laisser la chance de te remettre de ça. Fait que je pense qu'il faut qu'il soit... si Cirkunov joue son jeu à lui, ça pourrait bien aller pour lui. Puis c'est sûr que Johnny Walker, qu'est-ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, il est imprévisible, puis il a le fun à voir. Fait que c'est un combat, j'aimerais juste regarder pour voir qu'est-ce qui arrive. Ouais. moi, je pense que je vais y aller avec Johnny pour celui-là, mais c'est juste... Moi, je tripe ses prospects, OK? Moi, je suis un fucké, là. Je suis un fucké de statistiques, de classement. Okay. C'est une grosse passion pour moi, là, quand j'ai rien à faire chez nous, je me mets à classer des affaires pour classer des affaires. Je trie mes bonbons quand je les mange. Fait que... Les seuls t'aimes le plus. Ouais, je suis un méchant fucké pour ça, puis je check ça vraiment, les prospects quand même. Mais combien de temps, généralement, ça prend à un combattant pour devenir, tu sais, quand tu commences ta carrière pro, jusqu'à quel moment tu peux dire, OK, ce gars-là, c'est un produit fini. Là, je m'attends plus vraiment à ce qu'il s'améliore, tu sais, qu'il y ait des nouvelles affaires à sa game. Tu sais, je m'attends pas à ce que du jour au lendemain, bang, c'est rendu un grappler, lui, puis il est rendu bon au sol. Mais je m'attends à ce qu'il soit, tu sais, de plus en plus confortable dans sa game, puis que ça... Tu sais, il y a vraiment une game définie, puis qu'il arrive dans un combat sachant, moi, je veux faire ça. Là, ouais, je veux faire ça. Si ça va pas bien, je vais faire ça. Si ça va pas bien, je vais faire ça. Puis je te dirais que c'est 6 ans environ, là, généralement. Puis Johnny Walker, il est jeune, mon gars. Je pense qu'il a commencé en 2015, sa carrière pro. Puis c'est le seul prospect dans cette division-là. Fait que moi, c'est sûr que je vais vraiment router pour lui parce que j'aime... Il y a des prospects dans toutes les divisions. Ouais. J'ai une liste de 10, 15, 20 prospects dans chaque division, dans l'UFC seulement. Puis à Heavyweight, j'ai de la misère à piler 10 un par-dessus l'autre. Le bas de mon top 10, c'est genre Paul Craig puis des gars de même qui sont juste dans la liste parce que ça fait passer longtemps qu'ils se battent pour ne plus être des prospects. Mais tu le sais que ce gars-là, ça ne deviendra jamais plus. Il sera pas dans le top 10. Là, non, mais loin de là. Mais c'est un bon match. Puis j'aime Cirkunov, j'aime aussi le... Il fait pas rien de fancy, mais il fait sa job, tu sais. On parlait de facelock au début, quand il avait disloqué à mâchoire. Je pense que c'était à mâchoire. À Nicholson, ça avait crac-clock, c'est l'avantage. Exact. Fait que, tu sais, quand tu vois ça, tu sais, les gens, pourquoi t'as tapé? Ben, regarde cette vidéo-là, puis c'est pour ça que tu tapes. Ça claque. Fait qu'il... un nasty side choke, si ce gars-là. Ça va être bon. Un nasty side choke de feu, man. S'il te pogne là dans la position, là, puis réussit à... Fait que c'est un match avec différents styles qui est le fun à voir. Un autre gars qui doit absolument te faire triper, il fait triper tout le monde. Zabit Magomedsharipov. C'est un de ceux que j'aime le plus regarder. Il affronte Jeremy Stephens, man. C'est sa chance d'être un top 5 fighter dès son 3-4e combat UFC, gros max. On s'entend que s'il y a, dans la courte liste des gars qui arrivent dans l'UFC dès son premier combat, t'es genre, ça c'est absolument top 10 level. C'est Zabit Magomedsharipov. Ce gars-là, le gros, debout, il est créatif, il sort des affaires, pis t'es genre, hey, c'est littéralement un des plus beaux strikers que j'ai vu dans ma vie. Puis là, bang! Exact. Genre, il décide de changer le combat de phase. Puis là, tu te rends compte que Chris, dans le fond, là, il est même pas bon debout à comparer de sa lutte, pis de son jeu, pis de son grappling. Pis ça fait juste de lui l'un des combattants. Lui, je l'aime parce que c'est un peu comme, tu sais, c'est un champion de Sancho kickboxing, puis c'est une base qu'on a. Il fait du sambo, c'est une base qu'on a. Fait que j'aime ce style-là parce que c'est intéressant de le voir performer. Ça me fait penser un peu à la genre d'entraînement puis de philosophie qu'on fait. Puis il est créatif, il est flashy, il parle pas gros, il fait sa job. T'as pas besoin de trash-talker. Je pense qu'il est pas capable. Puis il fait sa job, mais il est le fun à voir. Mais Jeremy Stephens, un gars comme ça, c'est toujours dangereux parce que ça frappe comme une masse. Tough. Il a été testé, s'est battu avec de très bons gars. À sa fiche, puis ça fait quoi, 10 ans? 28-15 de quoi de même. Je me rappelle le gros jumbo uppercut qu'il avait fait. Là, je pense que ça fait 10 ans de ça. Il a quasiment couru. Puis, c'est un vrai test parce que Jeremy Stephens, c'est un top 5 pour moi. En fait, de dangereux. C'est toujours le gars que c'est dangereux de se battre avec quelqu'un comme Jeremy Stephens parce qu'il frappe très fort tout le temps. Puis il est tough, il est dur à finir. Fait qu'un combat comme ça, que tu gagnes ou que tu perds, c'est dangereux. Fait que c'est un très bon combat. J'aimerais ça que Zabit gagne parce que je l'aime le voir combattre. Mais ça, c'est un gros test. Puis c'est là qu'on va voir où ce qui est rendu. Je pense qu'il y a assez d'output pour gagner ce combat-là. On s'entend, Stephens, c'est bizarre. Autant c'est un gars qui est dur à battre parce qu'il est tough, frappe fort, puis il va être là dans ta face tout le long.
autant c'est un gars que si tu as checké ses combats et tu arrives avec un bon game plan, c'est facile. Tu sais, Max Holloway s'est pas vraiment battu comme Max Holloway contre lui. Il s'est battu comme faut que tu te battes pour battre Jeremy Stephens, puis il l'a battu assez facilement. Du volume, contrôler la distance, puis exactement, puis all the way in or all the way out. Exact. Tu veux pas juste te planter en avant puis échanger, parce que ça, c'est exactement ça qu'il veut. Il a commencé à acheter des leg kicks dernièrement aussi, fait qu'il faut qu'il watch ça. Il y en a des bons, fait qu'il a commencé à acheter ça à son jeu, fait que ça va être cool, ça va être cool à voir. Zabit qui est vraiment un gars qui est all the way in or all the way out. C'est un distance striker. Puis quand il est en dedans, il va pas boxer avec toi, il va te sauter dans les jambes et te lancer cul par-dessus tête. Je le trouve, il est fun à voir. C'est incroyable. Bon match-up aussi à ce point-là pour les deux. Exact. C'est rare pour voir un gars qui est arrivé de même puis que à 2-3 fights, je peux te dire, ouais, vraiment un de mes combattants préférés dans le MMA. Dans mon top 10, avec les Holloway, les Tug Rose, tous ces combats-là, ces combattants-là. Il est définitivement là, Zabit. C'est ça qu'il faut que tu fasses, je pense, aujourd'hui. Ça pourrait changer de, tu sais, à la place d'aller côté trash talk, aller côté habileté. Puis que le monde va le regarder le match pareil, même si, tu sais, Dagestanien, puis il est pas, tu sais, c'est pas un Américain qui parle anglais bien dans les entrevues. Je pense que les gens qui aiment vraiment le MMA puis qui aiment le sport, ben, les habiletés vont faire que les gens vont vouloir le voir. Ah, puis même si t'aimes pas ça, le gars est spectaculaire. C'est le fun à voir. C'est un casual fan, tu veux voir du show, puis du monde va taper sa gueule, il va taper sa gueule là. Exactement. Il va faire du show, puis tu vas être impressionné par ses techniques. Puis, c'est ça, j'aime ce côté-là des arts martiaux. C'est un combattant pour le futur. Sinon, même card, brièvement, ce combat-là, ça va être le fun, c'est Cody Garbrandt, Pedro Munoz. Oui. Pedro Munoz, on s'entend ça, c'est un spécialiste. C'est un gars qui capable de se battre debout, il a quand même des grosses mains toutes, mais tout est fait en fonction que tu le shootes parce qu'il y a une des 3 meilleures guillotines dans le sport. Puis c'est littéralement ça qu'il veut. Puis quand il est au sol, s'il est sur le top, il essaie une guillotine. S'il est en dessous, il essaie la guillotine. Peu importe dans quelle position, OK, il essaie une guillotine. Puis s'il te pogne, ben, c'est la nuit pour toi. Puis jamais, on dirait, je douterais de Cody Garbrandt de perdre contre un gars de même. Mais il me semble nous a montré, crime, c'est plate un bon boxeur de même qui a pas l'air d'avoir le meilleur des mentons de même. Pis, ça revient à ce qu'on a dit tantôt. Puis Munoz, pour toute la technique qu'il n'y a pas nécessairement. Le gars, il a des mains. Le gars, il a des mains, puis il a pas peur de manger tes shots puis d'essayer de t'en donner un meilleur. Puis des fois, c'est ces gars-là qui sont les plus dangereux parce que quand t'as un bon striker, puis ça entend, c'est un striker assez propre. Là. Cody Garbrandt, très belle technique, tout. Puis quand t'arrives avec un gars qui lance ça tout croche en avant de toi, des fois, c'est compliqué de t'ajuster un style de même. Parce que toi, t'es habitué d'être tight, t'es habitué d'être, tu sais. Un gars qui est sloppy, puis n'importe comment, c'est des fois plus dur à lire. C'est pas d'où ça vient, tu sais. Puis un bon sol, faut que tu fasses attention pour pas shooter dessus tout croche. Puis Garbrandt, quand quelqu'un se fait comme knocker 2 fois, tu te demandes toujours comment il se sent en dedans de lui. Tu sais, ça fait 2 fois que tu te fais mettre KO par le même gars. Mentalement, c'est sûr que Garbrandt, il va vouloir se reprendre, il va vouloir se venger, puis remonter, puis pas perdre sa place. Fait que, mais c'est toujours, revenir de 2 KO en ligne, c'est toujours voir comment que le gars va se sentir en dedans de lui, mentalement. Je sais pas s'il a le mental, lui, justement. C'est ça mon plus gros doute par rapport à lui. C'est ça. Parce qu'il a l'air, il a drap. Je veux pas faire des jugements. Là, j'étais avec Guillaume, il a des tatous à la gorge, là, Guillaume Poulin, puis je l'aime, Guillaume, c'est un esti de bon Jack, je l'aime. Guillaume, il est tough en ce moment. Ouais, c'est ça, c'est un esti de tough, on l'a vu. On l'a vu contre Mallette, là, il est trop tough pour son propre bien. Là. Tu sais, comme on parlait de Guillaume, qu'est-ce qui a manqué, en fait, de, tu sais, comme côté, il a essayé, il s'est fait surclasser ce fois-là, mais en fait de cœur puis d'intensité, il voulait en Simonac. Ouais, parce que, tu sais, gros. Je donne un 10 sur 10 pour ça. Parce que le body shot qui s'est fait, c'était magnifique, là, littéralement, là, puis Danny, un petit striker, puis un striker de même qui est pas capable de knocker un gars, tu sais, il a fallu qu'il aille au corps, il savait qu'il fallait qu'il aille au corps parce qu'il le droppait pas, là, de bout, il allait pas le finir en le frappant dans la face. Là, c'est dur à voir, c'est Garbrandt, je suis pas sûr, c'est remis de 2 KO en ligne, puis si des fois tu veux trop bien faire, tu sais, tu veux trop, puis là, des fois, tu fais pas attention, puis là, ça peut être dangereux contre un gars comme ça. C'est ça. Puis pour revenir avec mon gag de tatou à la gorge, je dirais que généralement, les gars de même, c'est des petits bullies, man. Tu sais, c'est des bullies, là, qui sont méchants, puis gros deck, il y a de l'adversité un peu trop, ça plie, mon gars. C'est ça. Guillaume, il est différent, man. Fait qu'heureusement. Guillaume, il est extrêmement tranquille, ce gars-là, tu sais. Non, c'est ça, il dit pas plus rare. Non, il est extrêmement. C'est comme un gars, c'est sûr que dans un film, mettons, on ferait un film, on pourrait le caster comme un des méchants, pour lui donner un gun. Il a l'air mauvais, mais c'est les plus gentils qu'il a, comme dans ma classe. Garbrandt, non, tu le vois tout de suite, c'est un gars qui fait du bruit d'une place, il a l'air d'un petit bum, il a l'air d'un petit gars qui arrive et qui crisse un peu à la marde. Fait qu'on va voir comment il réagit face à ça, puis des fois, quand tu veux trop, c'est pas bon. Yes. Maintenant, le Big Three, moi, personnellement, mon combat le plus attendu sur la carte,
Robbie Lawler, Ben Askren. Ouais. Ouais, personnellement, là... Tu veux juste voir si Ben Askren, c'est le real deal? Non, je le sais que c'est le real deal. Je le sais que c'est le real deal, mais gros, même s'il est rendu vieux, comment pas en avoir plein les mains avec Robbie Lawler? C'est sûr. T'sais? Ça, c'est un match-up que moi, je pense que l'UFC a fait. Genre, je pense qu'il y a un petit passé, Ben Askren puis tout ce gars. Moi, je pense que c'est un match-up genre, OK, regarde, tu veux venir au UFC? On a fait une belle échange, le trade. Ouais. Fait que Robbie Lawler, c'est un gars qui frappe très fort, très agressif, qui a toujours eu un bon takedown defense. Donc, c'est pas un bon match-up pour un gars qui souvent, je shoot, c'est ça, on va s'entendre, Ben Askren, il veut te shooter, il veut te piner, il veut te fesser. Puis, mais c'est un gars, par exemple, au sol, il finit les gars. Il tape, il frappe. C'est pas un gars comme avec qui son feinte Sigetta ground and pound, le gros, mais il est fini pareil. Lui, il frappe fort, puis tu sais, il va chercher des soumissions. Puis si tu regardes tous les gars qui sont entraînés avec, qui sont legit, disent toutes la même chose, il est très dominant, etc. Mais j'ai déjà vu une couple de fights à ONE FC qui avait eu de la misère. Ouais, son takedown, sa défensive en stand-up est pas idéale. Un gars comme Robbie Lawler a une grosse... Fait que c'est un match difficile, c'est un match-up. C'est pas un match-up fait pour on va te donner un match-up pour que Ben Askren, garde, fais-nous un beau show, pin le gars à terre, puis tape-le facile. C'est un match-up dur. Fait que ça reste debout, Robbie, je regarde, c'est pas bon pour Askren, puis il est mieux d'avoir le takedown, puis ça presse. Ça, c'est mon opinion. Non, c'est ça, mais c'est que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui dit Robbie Lawler a une moins bonne séquence dans les derniers temps, il était moins actif, c'est vraiment fait décalisser par Dos Anjos. C'est sûr que si tu recheckes ce combat-là, il faut que tu fasses une prédiction tout de suite après, tu vas avoir tendance à piquer Askren parce que il y a moins le gaz de gaz dans ce combat-là, moins le Robbie Lawler qu'on connaît, que même rage, les drive, moments qui vont pas bien, il est là à s'en crisser pareil parce qu'il sait qu'il va avoir son temps plus tard. Puis, ça a pas... c'est pas arrivé dans ce combat-là, mais faut que le monde comprenne que autant dès que ça touche le sol, c'est 100% en faveur de Ben Askren. Absolument. Tant que ça n'a pas touché le sol, c'est 100% en faveur de Robbie Lawler. Parce que Ben Askren, il n'y a pas de stand-up. Non, pas du tout. Puis Robbie Lawler, à 75 ans, il va encore frapper fort. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu perds pas, ta force de frappe. Puis il frappe pour faire mal, puis il frappe pour blesser. Puis c'est un match-up fait comme genre pour tester Askren un peu. Genre, c'est définitivement pas Kron Gracie contre Alex Caceres. Non, c'est pas comme aussi fait. C'est pas comme genre, tiens. Définitivement pas ça. C'était pas fait en sa faveur. Yes. Après ça, on a les title fights. Les title fights, le premier d'entre eux, ça sera pas un grand combat, mais ça va être un... Comment dire? Ça va être un combat. Ça va arriver, ça. Je peux te le garantir que ça va arriver. Tyron Woodley contre Kamaru Usman. Ouais. Écoute, je sais pas pourquoi. Ça fait un bout que je me dis ça, puis je pense que ça a des chances de se réaliser. Je pense que Kamaru Usman, c'est potentiellement la personne pour battre Tyron Woodley. Okay. Parce que le gars, il recule devant rien. Excessivement agressif. C'est probablement un des seuls gars avec Ben Askren qui peut lutter avec Woodley dans cette division-là. Puis, tu sais, Usman, quand il était en lutte, c'était pas le meilleur lutteur technique. Mais il est tellement fort là, qu'il paraît que ce gars-là, quand il shoot, puis il prend une grippe après ta jambe, même si son shot est dégueulasse, même si sa grippe est pas bonne, tu pèteras pas sa grippe, puis il va travailler jusqu'à être en bonne position pour réussir à te take down. Tellement qu'il est fort, puis il est impossible, puis ça me laisse croire que c'est peut-être un des seuls gars qui, en même temps d'être autant un bon lutteur que Tyron Woodley, probablement autant fort puis autant athlétique que lui. Puis, quand t'as un gars qui est autant fort, autant athlétique puis autant technique que toi, j'ai tendance à y aller pour le plus jeune, puis le plus jeune, c'est Usman. C'est ça. Fait que c'est ça mon guess. Ça pourrait être un esti de split decision ugly, là, de quelque chose que t'es genre, y a-tu vraiment gagné? Puis Dieu sait que si Woodley perd, il n'y a pas de rematch. On s'entend, l'UFC attend juste de se débarrasser de lui. Puis, écoute, ça serait pas la meilleure affaire pour la division welterweight de remplacer Woodley par le seul gars qui est autant boring que lui dans la cage. Ouais. Mais je pense pareil que c'est sûr que s'il va trop vers Woodley, faut qu'il fasse attention. Faut qu'il fasse attention parce qu'il va se faire allumer. Parce que Tyron Woodley, il se battra pas si tu le forces pas à se battre, mais si tu le forces à se battre, il n'y a pas grand monde qui se bat comme Tyron Woodley. Il va allumer, il est très explosif. J'aime son timing aussi, timing de son direct, son crochet, comme en contre-attaque. Quand il rentre, il y a un gros blitz aussi, très explosif. Fait que ça va être un beau test pour les deux. Ils sont très semblables. Sauf un est plus agressif, l'autre est plus un counter-striker. Fait que c'est... Mais on a vu comme avec Robbie Lawler, quand Woodley a décidé de fermer à distance,
Robbie n'a même pas eu le temps de réagir. Je pense qu'il n'a même pas vu. Qui est capable de leap in dans le range. C'est très, très explosif. Fait que c'était un autre match intéressant pour voir qu'est-ce qui va arriver. Ouais. Mais c'est sûr que le monde aurait aimé des Wonderboy Thompson puis des gars comme ça. Tout le monde aime ça voir des matchs de même. Moi, en tout cas, j'aime ça voir des techniques. Mais il y a bien les fights de Woodley que moi, je sais que le monde, des fois, mais il est très intelligent quand il se bat. Il fait ce qu'il a à faire. Puis il y a des gros knockouts. Fait que c'est juste, on dirait, des fois, il y a besoin de motivation comme de. Ah oui, vas-y, prends une petite chance. Puis ce côté-là. Contre Wonderboy, écoute, le deuxième combat, là, qui est celui qui est généralement reconnu comme étant le pire des deux, j'étais comme. Même affaire que Wonderboy contre Darren Till, d'ailleurs. C'est pas le genre de. Tu sais, c'est le genre de combat que moi, personnellement, j'étais sur le bout de ma chaise tout le long. C'est ça, je vois qu'est-ce qu'il y a. J'aime la technique. Parce que t'es genre, hey, tu sais, c'est beau techniquement ce qu'ils font, puis tu le sais, de la manière qu'ils bougent, de la manière qu'ils se déplacent, puis l'énergie entre les deux, tu le sens qu'à tout moment, il peut arriver de quoi. C'est ça. Là, c'est le genre de combat, t'es sur le bout de ta chaise, puis là, t'attends, il va arriver de quoi, il va arriver de quoi, il va arriver de quoi. Puis là, finalement, le 25 minutes, fini, il n'est rien arrivé. Fait que là, automatiquement, t'es comme déçu, mais faut pas négliger le fait que tu viens de passer 25 minutes sur le bout de ton siège, pareil. Puis il y en a des combats que c'est le même, que ça sera pas, tu sais, c'est pas comme les deux tatas en fin de semaine, c'était qui, là, Luke puis Brian Barberina. Ça, c'est s'enlever des années de vie pour le plaisir de la chose, puis les combats de même, tu sais. Ils méritent le paye, ces gars-là. Exactement, puis ils méritent le 50 000 de bonus c'est ça, aussi. Exact. Mais, tu sais, un combat Woodley-Wonderboy, ça peut être tout autant excitant, même si autant il n'y a pas le même nombre d'actions, ça peut être tout autant excitant dans le processus parce que tu sais de quoi les deux sont capables, puis que Wonderboy peut te le spinning kick dans une autre dimension à tout moment, puis Woodley peut te le plugger avec un overrun à tout moment, puis tu sais, dans ces combats-là, justement, les 3 moments qu'il y a eu de l'action, ça a été des moments d'action. C'est ça, exact. Genre, le gars se fait dropper, il mange 381 coups de coude dans la face. Puis, go, tu sais, j'aime le côté technique aussi de ça, mais je pense on va voir qu'est-ce qui se passe. Woodley a juste l'air des fois motivé et des fois pas motivé. Donc, on va voir s'il est motivé demain ou il est pas motivé. Ouais, puis écoute, ça pourrait être quasiment la bonne affaire pour le UFC si Askren passe au travers de Lawler puis Usman en venait à gagner parce que ils peuvent te faire directement Usman contre Askren. Parce que Woodley et Askren, c'est des amis et c'est des partenaires d'entraînement, fait que ça marche pas, celle-là. Ils se battront jamais, puis il paraît qu'il voudrait pas se battre parce qu'il paraît que quand ça se met à lutter, c'est pas trop drôle pour Tyron dans la salle de lutte. Il paraît que ça va pas bien partout contre Ben Askren. Ça fait que montrer, ça veut dire qu'Askren, il y a une bonne lutte. C'est un niveau de lutteur qu'on a rarement vu. Je pense que c'est on par avec les DC, les Cejudo, les Yoel, puis Esti Yoel. Ça en est un autre phénomène, même. Qui est assez incroyable. Ça aussi, je trouve ça cool, parce qu'il est proche il est en quarantaine. J'aime bien ça. Lui, il y a une belle fontaine de jouvence, par exemple, mais tabarnouche, Yoel, man. C'est un des gars. Ce gars-là, tu veux qu'il gagne. C'est comme Derek Lewis. Moi, je veux juste qu'il gagne. Je veux qu'il y ait quelqu'un qui crisse un micro dans la face et qui se mette à dire des affaires. Gros, c'est. I'm so sorry, Tim Kennedy. I know me for sit on the stool, man. I'm so sorry. Mes shorts, j'avais chaud. Hey, USA! What happened to you? C'est ça. No forget Jesus! Il était cœur, man. Il est tata. Il dit, je pense qu'il pense pas trop avant de parler. Ou il sait pas trop qu'est-ce qu'il dit. C'est que, hey, t'as dit ça. Ben, c'est pas ça que je voulais dire. Ça avait fait toute une controverse, puis c'est drôle parce que moi, j'ai comme fait des petits cours d'espagnol un peu. Puis la prof, elle nous l'avait expliqué que tout le monde parle espagnol différent. Puis les Cubains, souvent, ne finissent pas ils ne finissent pas des syllabes. Pour une raison ou une autre. En espagnol, puis ça se traduit dans leur anglais. Fait que quand elle dit no forget Jesus, c'est juste son esti de tendance de Cubain d'oublier une syllabe, il voulait dire no forget Jesus, mais vu que c'est un Cubain qui dit pas la moitié de ses syllabes, il l'a oublié, ben il a juste pas oublié la bonne syllabe là, dans ce cas-là. Mais le dernier combat de la carte, c'est le chum Jambon. Le chum Jambon contre Anthony Smith. Dans un combat que je le sais personnellement pas pourquoi ça a lieu. À part que pour avoir John Jones, c'est un nom, puis il va vendre des pay-per-view juste parce qu'il est à la carte. Mais Anthony Smith, le gros, c'est même pas le top 15 middleweight là, avant d'arriver à 205. C'est bon pour lui parce qu'il va avoir une paye. Après toutes ces années-là, il y a comme 40 combats et plus, donc good for him. Il est même pas vieux dans sa carrière. Il y a juste beaucoup de combats. Moi, je le connaissais pas ben avant lui, puis là, OK, il gagne. Il a gagné, mais tu sais, même un gars, il avait de la misère, il est en train de perdre même contre le gars qui va se battre contre Marc-André. Le Volcan. C'est pas contre le gars contre Marc-André aussi au début?
Puis le gars de... Il s'est pas battu contre Sanchez? Puis Sanchez, il était fatigué, je pense, son premier combat au UFC, c'est pas contre lui? Non, c'est Ryan James. C'est Ryan James, ça? OK. C'est contre qui s'est battu déjà? Parce qu'il y avait de la misère, mais il a gagné parce que l'autre a brûlé. Oui, il là. s'est battu contre... Oui, il a pété Sanchez, absolument. Parce que Sanchez gagnait, Sanchez gagnait, mais il était tellement fatigué, puis après ça, il l'a eu à la fin. Ouais, fait que, il a gagné juste comme, tu sais, mais ça, c'est par fatigue, tu sais, fait que... Ça, c'est comme un point tournant dans sa carrière. Je sais là, pas si c'était ce combat-là ça. ou lui de Lombard, je sais pas lequel qui était avant Ça lui a donné un boost, puis là, il se sent accompagné de la confiance. Mais tu sais, good for him après 40 combats. Là, il va avoir une paye. Beaucoup de défaites par TKO sur sa fiche. Étrangement, là, c'était le combattant qui arrivait là, qui avait le dessus. Dès qu'il arrivait de quoi, c'est genre, non, fuck, il vient d'arriver de quoi. Puis là, il pliait, puis là, genre, il se faisait. Il s'est jamais fait de knocker, jamais fait de sortir de sa conscience, mais genre là, ça allait pas bien, là, puis il se recroquevillait, puis là, il mangeait les shots, puis il se faisait finir. Puis un moment donné, il a transformé ça pour devenir le gars qui se fait péter la gueule tout le long, puis que bang, il sort un esti de comeback win. Tu sais, il a fait ça contre Volkan, il a fait ça contre Sanchez, il a fait ça contre Lombard. Il a naturellement pas fait ça contre Rashad Evans parce que pour perdre contre Rashad Evans en 2018, il faut que c'est sévèrement fini. Exact. Fait que là, moi, je jouais pas, je battrais pas ma maison sur lui contre John Jones. Non, comment tu veux comeback contre John Jones? C'est ça l'affaire. Jones, moi, je trouve son style de technique, je l'aime beaucoup. Contrôle de distance, comment il utilise toutes les armes de son corps, les coudes, les mains, les pieds, j'aime tout ça. Au sol. J'aime le côté hors martiaux à John Jones, autant que je trouve que c'est pas le meilleur role model pour les enfants. Puis tout ce côté-là, mais très, 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 très bon combattant, puis extrêmement naturel, un grand corps qui est dur à lire. Fait que ça serait un méchant upset si Smith bat John Jones demain. Ouais, écoute, il a besoin du nouveau monde dans la catégorie 205. C'est un combat qui joue avec... j'appelle ça jouer avec les MMA gods. Tu sais, il y a des affaires que ça peut tellement pas arriver que t'es genre, ils ont bouqué ça arrivera jamais. Puis le bang, ça arrive. Puis est-ce qu'il y aurait rien de plus MMA que John Jones qui perd pour la première fois de sa vie contre fucking Anthony Smith? Il y a rien. Le gars, il a pété Vitor dans son prime, Shogun dans son prime, Lyoto dans son prime, Rampage, Rashad. Il a battu littéralement 2-3 générations de light heavyweight, les meilleurs de tous les temps dans le temps que c'était la division dans le sport. Exact. Puis ça serait tellement MMA qui perd contre Anthony Smith. Là, ça serait tellement MMA. Là, ça serait... Si Anthony Smith est le nouveau champion, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être contents. All right. Yes, j'ai eu une chance de l'avoir. Mais je pense qu'il y a besoin des nouveaux à 205. Tous les gars que tu as mentionnés, toutes ces légendes-là, ces gros combattants-là sont tous à la fin de leur carrière. Fait que il faut des nouveaux stars dans bien les divisions. À 170, il faut des nouveaux. Je pense qu'il faut du nouveau sang dans bien des divisions parce que je pense que dans les prochaines années, il va y avoir un changement de bien du monde qu'on connaît. Ceux qu'on connaît, là, il faut qu'il y en ait d'autres. Définitivement. Puis c'est dur dans cette division-là, man. C'est dur parce que c'est pas la majorité des gens qui sont de même dans la vie. On s'entend la taille normale des gens, 6 pieds, 1 à 5,9, 5,10, entre 190 et 165 livres. Fait que ça, c'est tous des welterweight et des lightweight. Ça. Fait que 205 livres, c'est pas une catégorie qui a bien gros du monde. Fait que c'est dur de trouver. Puis aussi, on s'entend qu'à ce poids-là, si t'es un super athlète, tu iras pas te taper sa gueule dans une cage, tu vas jouer au basket ou dans la NFL. Exact, c'est ça, tu vas payer même si t'es une barre dans la NFL, même si tu fais jamais le grand club, là, pis tu as 3 présences dans toute ta carrière, tu vas te payer 550 000 par année pour être sur le team de réserve. Là. Fait que, pourquoi tu irais te taper sa gueule? Ouais, pis ça prend du temps à te rendre à la... Faire 550 000 à chaque année en MMA, t'es dans le top. T'es un des meilleurs de tous les temps. Exact. Fait qu'il faut... il y a du travail. C'est ça qui arrive avec ces poids-là, malheureusement. On a une couple de tata comme Greg Hardy qui arrive là, mais personnellement, moi, j'ai pas envie de le voir du tout, lui. Là, moi non plus, je suis pas un... Crise de batteur de femme, mais bref, tu sais... Le UFC est rendu là un peu aussi. C'est rendu un spectacle. Il y a comme 2 écoles de pensée par rapport à ça. Il y en a une qui est genre un batteur de femme, on lui donnera pas genre une tribune. Puis l'autre, c'est genre, Chris, si quand t'as commis un acte dans la vie qui fait que tu perds ta job, tu peux même pas genre aller te battre dans une cage genre pour te reprendre aux yeux de la société. Tu sais, qu'est-ce que tu peux faire? J'aimerais ça le voir se faire ramasser. Ouais, Boutou, j'ai hâte toujours. T'es genre, t'as perdu ton premier combat, toi, là, tout le monde pensait qu'elle allait gagner. C'est pas grave, prochain combat d'Eric Lewis. C'est ça, Lui, il aime ça. Lui, c'est rien que ça qui demande de se battre contre des... Tu sais, lui, le gros, ce gars-là, je sais pas si le monde le savent, il est littéralement allé en prison
Parce Ok. qu'il a pété la gueule à son beau-père qui battait sa mère. Puis il a porté plainte contre lui, puis c'est un black à Houston, Exact. puis on s'entend comment ça se passe au Texas, aux États-Unis. Fait qu'il Absolument. n'y a pas eu le système derrière lui pour l'encourager dans cet acte qui est un acte de bravo. Là. Selon moi, il a absolument eu raison de faire ça. Mais on s'entend que il y a la mèche assez courte par rapport à domestic violence. Ça serait un bon build-up à un combat, ça. Oh, ouais, puis peux-tu te garantir que si tu veux voir des comportements antisportifs un coup que le gars est knocké, ça serait peut-être le moment que t'enverrais. Mais non, tout ça pour dire John Jones, man, il devrait gagner. Il devrait gagner, c'est un de mes combattants préférés malgré le fait que c'est un esti de jambon. C'est pas pour rien que je l'appelle de même, là. D'ailleurs, le monde, ça me fait rire parce que le monde pète un peu à la coche quand je l'appelle le jambon, mais le monde il comprend pas que c'est juste un jeu de mots sur son nom. Ben oui, c'est ça. Parce que John en français c'est Jean. Exact. John Bones Jones, fait que Jean Bones Jones. En plus, il se comporte comme un esti de jambon. Oui, fait que être son coach, j'aurais eu bien des discussions avec de comme, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Comme on parlait au début, là, le côté autre que la cage, il y a quelqu'un qui a pas bien passé le message à lui, là, tu sais. Non, c'est ça. Ou le gars, il écoute juste rien. Probablement, il y en a de même aussi. Tu peux juste rien dire parce que, tu sais, on s'entend. Toutes les affaires par rapport aux stéroïdes, tout. Moi, j'ai ma théorie là-dessus. Le gars, il a sniffé de la crise de mauvaise poudre. Il y avait, tu sais, n'importe quoi qui est blanc, là, puis qui est en poudre, là. Tu peux coller ça dans de la coke, ça coûte pas cher pour la couper, là. Entre toi et moi. Fait que, oui, il y avait peut-être de l'esti de T-ball, genre dégueulasse dans sa peau. Le gars, il l'a admis à USADA que oui, dans ces moments-là, il avait définitivement consommé de la cocaïne. Fait que, tu sais, le gars, il en fait de la poudre. D'après moi, il en fait peut-être un peu plus que qui dit qu'il en fait. Puis, tu sais, il l'a prouvé avec son premier field test que c'est un esti d'épais. Parce qu'il a littéralement pris un fake Cialis qu'un de ses chums il a donné dans le gym. Puis il y en avait 2-3 sur lui, fait qu'il était chanceux, il a pu les envoyer, puis ils ont testé, puis ils ont bien vu, il y avait de la marde là-dedans. Mais, tu sais, t'étais un athlète professionnel au plus haut niveau de ton sport. C'est comme si Dave, justement. C'est ça. C'est comme si j'arrivais, là, hey, Dave Leduc, si moi c'est Faber, tu veux fourrer ta blonde à soir, Dave, là, des Cialis de contrebande. Puis là, Dave était là. Ah, Chris de bonne nuit, mon chum! Pis il m'a jamais vu de sa vie, pis il pop ça, genre, tu sais, mais John Jones, malheureusement, il est de même. Fait que... Je serais déçu que Dave n'aurait pas venu me voir. Hey, c'est fou, il m'a donné ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça, tu prends ça, tu t'en vas mettre ça dans la poubelle. Tu vas laisser ça aux poubelles, exactement. Exact. Mais non, c'est ça, fait que c'est ça qui arrive avec John Jones, mais écoute, il est là, il se bat, on va en profiter pour le temps qu'il est là, parce qu'on le sait pas quand, justement, il va frapper une autre femme enceinte ou faire une autre petite connerie de la sorte. Mais j'apprécie le voir performer comme un pratiquant d'arts martiaux, c'est le fun. Dans la cage, tu prends ça de tous les temps. C'est un de mes 4-5 combattants préférés, là, avec les Diaz, GSP, puis moi j'ai un gros faible pour Jacare Souza. J'étais un gars de jeu. Bah c'est ça. Mais puis Joanna Jędrzejczyk aussi. Là, elle a perdu un peu de son shine, elle, malheureusement. Là. Ça en est un autre, ça, genre, avant qu'on. Ça fait quand même 1h30 dans pas long, fait qu'on va conclure. Mais ça en est un autre, là, j'ai Joanna que. Je l'aimais tellement quand elle était championne. À cause de son attitude, elle arrivait là, puis elle était confiante, puis elle m'a tué, puis on fait ça, puis tout. Puis là, elle a perdu. Puis son gars, t'as vu, je te disais, là, on est rendu trop loin dans la vidéo. Fait qu'on va avoir 5 minutes audio, c'est pas grave. Mais c'est ça, son attitude n'a pas changé. Elle est pareille, genre, elle est pareille. Puis là, elle se fait péter, genre, par Valentina, assez clairement. Il y a personne sur la terre qui pense qu'elle a gagné ce combat-là. Sauf elle. Ouais, c'est ça. Sauf elle, ben là, non, j'ai gagné ce combat-là, c'est une estime d'autre. Ben, dans le fond, je vais retourner à 115 livres, mais je vais attendre, genre, pour mon title shot à 115 livres. Big, t'es 1-3 à tes 4 derniers combats, dont 2 défaites contre la fille qui est championne à 115 livres. Tu te rebats pas contre elle. Je m'excuse, tu te rebattras pas contre elle. Mais elle a comme pas changé. Son attitude, elle s'est pas adaptée à son nouveau statut. Elle est encore au top du monde, elle a jamais perdu de sa vie. Pis, c'est ça. Fait que là, je suis comme, ça me rend un peu plus sour. J'aime le monde qui a de l'attitude, mais j'aime le monde qui sont self-conscious. J'ai besoin de retourner, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de retourner, là, figurer qu'est-ce qui se passe, parce que 2 en ligne, puis ça n'a pas bien été les 2 fois. Fait qu'il faut que tu retravailles toi-même. Yes. Avant de finir, le gros a juste, on connaît Jules, Isaac, Cédric, tous ces gars-là. Parle-nous de ceux qu'on connaît pas, de ceux qui s'en viennent, là, les prochains. Parce que je sais que t'as littéralement autant, sinon plus, de gars qui se battent amateurs que une bonne gang amateur. De fight team pro. Puis je sais, il y a des gars qui s'en viennent, j'ai sur mon Facebook, genre justement à Serge, Pascal Côté, Fred Mallette, ces gars-là. Ouais, j'ai bien, comme c'est là, un gars qui a des combats pro qui s'entraîne depuis plusieurs mois puis qui aimerait refaire un combat. J'ai parlé à Stéphane pour TKO, c'est Mathieu Charette. Fait que Mathieu est 3-1. Mathieu, c'est un gars qui a sa propre compagnie de toiture, puis ça travaille
des 70-80 heures à l'été. Il est pas comme un employé, c'est lui qui a la compagnie. Fait que lui, il faut comme timer quand il peut faire des combats. C'est drôle qu'ils se battent contre Capot, man. Le combat pour le roi des couvreurs, man. Ouais. Fait que là, c'était comme celui-là, Mathieu pouvait juste venir aux classes une fois semaine. C'était à l'été. Puis j'avais dit, c'est pas un bon timing. Je vais le faire, là. On a eu le temps, tu sais, c'est un peu la saison morte, là. Il s'entraîne depuis le début de l'hiver. Il est bien motivé. Il s'entraîne, il aimerait ça faire un combat comme au printemps. Puis là, il pourra pas en faire un autre. Fait que ça, Mathieu, il aimerait ça faire un retour. Puis Stéphane était intéressé. Surtout si on pourrait avoir une carte à Gatineau. Mathieu, c'est un bon vendeur ici. Il connaît beaucoup de monde. Fait que c'est bénéfique pour tout le monde. C'est un bon combattant. Puis c'est un bon gars pour la promotion. Serge Dankos qui va se battre pour la ceinture de Fight Quest. Serge est 4-0. Il a tout fini ses adversaires au premier round par soumission. On s'entraîne beaucoup avec Isaac. Ils ont commencé bien jeunes, eux autres. Fait que Serge, c'est un bon prospect. Il est bonne main pesante, agressif. C'est un gars qui a bien du cœur, très combatif. Des bons instincts, mais il se bat contre un bon gars demain. Fait que ça va être un bon test puis une bonne place. Puis lui, ça va être un des prochains à monter. J'ai Pascal Couillard qui est bien sérieux. Demain, j'ai Jasmin Payen qui fait un premier combat aussi. On a une Cassiel qui était ici tantôt. Tu roulais un petit peu avec. Cassiel a des bons coups de poing, il est agressif. Fait que j'ai bien des jeunes qui combattent à Fight Quest. Puis on avait les Heroes aussi. Là, s'ils peuvent tout remettre ça en ligne. Là, comme les compétitions de grappling. Là, ça met bâton d'héros un peu. Là. Mais j'ai une bonne gang. Là. J'ai 6-7 qui s'en viennent. Le prochain, probablement chez les pros, qui est le plus prêt pour monter, c'est Serge qui vient juste d'avoir 21. Qui est un très bon combattant. Je pense qu'il va bien monter. Puis après ça, je vais faire genre 2 équipes. Là. Mes pros vont monter, puis on va travailler le prochain là, qui continue à monter. J'en ai beaucoup en K1 aussi. Mohamed Rouda, il est 3-0, 3 KO en K1. Pascal Lavallée veut faire du MMA aussi. Fait que c'est le fun de ce côté-là, comme on a dit tout à l'heure. Ils ont bien des opportunités. Fait que j'ai une dizaine de gars en amateur qui sont bien sérieux, qui s'entraînent beaucoup, puis ils voient les autres. Ouais, donc, ça l'aide beaucoup voir le succès des autres, puis où ce que les autres montent, voir Marc-André UFC, voir Dave. Ils sont contents de voir ça. Puis les gars qui ont plus d'expérience, comme Cédric, puis Julien, puis tout ça, je veux qu'ils montrent l'exemple aux autres dans leur éthique de travail. Puis ils le font. Puis là, les autres jeunes aussi là, qui ont commencé comme en MMA à 12-13 ans. Là, ça, c'est les Serge puis les Isaac rendus là. Fait que j'ai une bonne petite gang qui s'en viennent. Puis j'espère qu'en continuant à avoir de la relève, là, de continuer d'avoir des gars qui sont sérieux puis qui ont le... Il faut que tu veuilles faire du MMA. Manger des coups, c'est pas tout le temps le fun. C'est dur, mais côté mental. Fait qu'avoir ceux qui ont ce petit hit-là de l'éthique de travail puis qui comprennent qu'est-ce que ça prend pour percer là-dedans. T'as bien des gens qui ont du talent, mais ceux qui ont vraiment, là, comme qui veulent se dédier à 100%, t'espères toujours d'avoir une coupe de nouveau là, pour avoir de la relève. Ouais, nous autres, au gym, il nous faut des white belts. Vous êtes à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous commencez le Jew, il nous faut des white belts, là. Quand c'est être coloré dans ce gym-là, des fois, c'est plus drôle, là. T'es genre, Chris, t'es au cours débutant, man, il n'y a pas une petite white belt à placer, là. Qu'est-ce qu'on va faire, les boys, man? T'es en train d'être en extinction. Le white belt en extinction. On cherche tout le temps. Si vous voulez faire du MMA, venez nous voir. Dans la région de Gatineau, c'est pas mal la place, là, selon moi. Fait que. Viendrez voir si Pat, je te remercie. Merci à toi, man. C'était vraiment le fun. Ça m'a fait plaisir. C'est un dream come true de te recevoir. Toujours du fun à jaser avec toi, toute la gang. Moi aussi. Une bonne gang, comme je l'ai dit. Puis, gros merci. Je suis content d'avoir fait ça. Puis, écoute, on va probablement avoir un TKO à Gatineau. Là. On va pas mettre la charrue devant les bœufs. Non, mais ça serait bien le fun. Fait que c'est ça, on va avoir la chance de se recroiser pour ça. C'est sûr que je vais revenir rouler, m'entraîner avec vous autres, dès que je suis dans le coin. T'es toujours bienvenu. À Ottawa, d'ailleurs, je suis sûr que je suis au UFC pour Barrio, d'ailleurs. Fait que, tu viens de nous voir, on fait un petit training avant. Yes, sir. Ben, merci, Pat. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis, prochain, next time. Merci.